s'approcher, prendre place s'il vous plaît. Je veux procéder à l'appel de ce conseil municipal de finance 2024. Baron Aguirre, Yacoub Henri, Béroua Chinel, Jotam Henri, Félan Ren. Louis Patois, Mélan Montmovial, Jean-Marie Sébastien, Dika Lucien, Sénateur Jean-Patrick présent, Délon Sylvie, Élusi Patricia, Tchiboutou Marc, il a Craig Christophe, Épire Jimmy, présent. Jomi Isabelle, Lapin Jim, Perrault Claudine, Hilaire Joël, Tridio Fréné, La Guerline, Belmoise Albertina, Boyelo Edmé, Labin Prise, Valet Marc, Vati Viviane, Mélio Sandra, Saver Fauvert, Alexis Josie, Séné Joseph, Caracas Eron José, Henri. Monsieur le maire, le quorum étant atteint, le conseil municipal peut débuter. C'est parfait, c'est parfait. Merci mes chers collègues pour votre ponctualité et surtout pour le travail que vous faites pour que notre ville puisse, ma foi, avancer quelque peu. Alors aujourd'hui, nous sommes appelés à répondre à un ordre du jour peu fourni. Donc, ma foi, c'est un conseil municipal qui devrait aller relativement vite, d'autant plus que je constate, une fois de plus, l'opposition brille par son absence, des personnes qui, ma foi, veulent servir la population et qui sont mandatées par la population. Je rappelle que lorsque vous allez aux élections et que vous avez un nombre de suffrages qu'on adresse à votre nom, vous avez un devoir d'être ou dans la majorité si vous gagnez, ou dans la minorité si vous perdez. Et vous devez accepter le suffrage, puisque le peuple, n'est-ce pas, est souverain. Et le peuple souverain fait son choix, et vous devez vous soumettre à ce choix-là. Et donc vous pouvez parfois être, c'est vrai, dans la majorité, mais vous avez le devoir d'être dans la minorité quand cela l'exige. Ici, nous avons plusieurs personnes qui ont eu l'occasion de travailler dans la minorité. Moi-même, Henri, Monsieur Brut, me semble. Non, Monsieur Brut était dans la majorité. Monsieur Jean-Daniel à l'époque. Qui d'autre était conseiller municipal? Non, Joël, lui, il était dans la majorité également. Trivé également. Bon, voilà. Mais enfin, on peut faire dans la majorité ou dans la minorité. C'est un devoir. Peu importe là où vous êtes, peu importe là où vous siégez, c'est une responsabilité que vous avez. Et ce qui se passe malheureusement souvent chez nous, c'est qu'après un certain temps, eh bien, vous voyez certains apparaître comme par hasard. Pour pouvoir, je dis ça comme par hasard, c'est pas un hasard. Comme par hasard, ils apparaissent pour pouvoir aller après aux élections dans quelque temps. Donc, chaque conseiller municipal a le devoir, content, pas content, a le devoir de défendre la population dans ses prérogatives d'élu, qu'il soit majorité ou minorité. Sur ce, je vous signale l'arrivée du collègue Jim Lapin, qui nous rejoint. Je vous demande de bien vouloir le noter. Voilà, donc j'espère qu'on ne va pas les voir, ces personnages. D'ailleurs, je te félicite, mon cher Jim, malgré ta déclaration d'être présent pour jouer ton rôle de conseiller municipal. Je pense que c'est important. Quand il est bon, et là, il n'est pas bon, honnêtement. Donc c'est bien, je suis très heureux que tu sois présent, parce que c'est bien ça, le rôle d'un conseiller municipal. À part là, on voit qui dans la majorité, qui faut venir même si vous pas dans la majorité. Vous venir si là, même si vous venez pour ton banchou là, même si vous venez pour dire ou pas d'accord. Mais on va venir parce que c'est rôle là, c'est travail là. Et on met au conseil municipal pour ça. Félicitations, monsieur Lapin. Merci d'être présent. Bon, voilà, nous avons
fait cette petite parenthèse. On va donc passer tout de suite au premier point de l'ordre du jour, qui est donc l'approbation du procès-verbal du conseil municipal du 19... Ah oui, pardon, c'est vrai. Alors, en plus, je n'ai même pas désigné le secrétaire de séance. J'ai oublié plusieurs petites choses. Alors, d'abord, mes chers collègues, je vais vous demander de bien vouloir accepter d'inscrire un point supplémentaire. Ah ben voilà, Frizo, c'est bien. On avance. Je vous demande de bien vouloir... bonsoir, Frise. Je vous demande de bien vouloir, mes chers collègues, accepter d'inscrire à l'ordre du jour 2 points hors bordereau. Les papiers vous ont été distribués. Le premier, c'est un projet de composition de la conférence régionale zéro artificialisation nette. Bon, je ne comprends pas grand-chose, mais enfin, on va parler tout à l'heure. Et puis, le second point, c'est classement du chemin de Duzer dans la voirie communale. Et ça, je vais vous expliquer tout à l'heure. Alors, premier point, projet de composition de la... Je ne comprends rien dans ce truc-là. C'est quoi ça? Qui peut m'expliquer ça, ce truc? Bon, nous regardons ça. Et ensuite, le classement du chemin de Duzer dans la voirie communale. Bon, ça, c'est un point qui concerne une route. Alors, je vais vous expliquer tout de suite. Il y a une route qui traverse Duzer et d'Anglemont, je ne sais pas quoi, là, du côté de la route de Bamboula. Vous voyez? La petite route qui passe là. C'est une route qui est communale depuis des années, enfin, quand je dis communale, qui est utilisée, empruntée par tous les riverains, tout le monde, c'est une voie publique depuis des années. Mais cette route n'est toujours pas rentrée dans le domaine public. Donc aujourd'hui, il y a un problème parce que cette route appartient encore à des héritiers. Et donc il y a des difficultés qui se posent, des conflits entre voisins, etc. Donc pour pouvoir régler cette affaire et que cette route devienne un vrai sentier utilisé par tous sans être réclamé par un ou deux, nous sommes donc obligés, et d'autant plus que ce n'est pas beaucoup, hein, c'est 2 ou 3 familles qui s'opposent sur ce dossier-là. Donc il faut faire ça rentrer dans le patrimoine communal pour que nous puissions régler cette affaire définitivement. Et puis, le deuxième point, comme je vous disais, alors je vais le lire parce que, bon, j'avoue que... OK. Ouais, je sais, j'ai compris que c'est un truc qui dépend de l'urbanisme. Mais qui est-ce qui est là pour l'urbanisme? Si Fouéchou n'est pas là, je ne passe pas ça. Hein. Le truc de ZAN, là. Moi, je veux bien, mais enfin, pour que tout le monde puisse comprendre. Le ZAN, là, bon, écoutez, on met un seul point, j'élimine ça. Je ne veux pas qu'on puisse m'imposer des choses sans qu'on puisse m'expliquer. Donc, nous allons voter ça. Donc, nous mettons un seul point, c'est le point numéro 6, qui est le classement du chemin de Duzer. Et vous allez dire pour moi, Madame Manquedi, vous allez dire pour moi l'urbanisme, que lorsqu'ils présentent un point qu'ils veulent qu'on ajoute à l'ordre du jour, le minimum, c'est qu'il y ait au moins un représentant ici pour expliquer aux élus de quoi il s'agit. Bon, je ne suis pas du tout content de cette affaire-là, je vous dis ça tout de suite. Bon, alors donc nous allons éliminer ça là, même si nécessaire, même si il y a besoin pour demain, ça c'est pour le maillot. Donc, on ajoute le point numéro 1. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a une objection à cela pour ce fameux point, classement du chemin de Duzer dans la voirie communale? Ça, c'est un truc de la région, hein, on va bien comprendre. Hein. Son vite sur la Loisanne. Qui est-ce qui a des lunettes là? Ça va embêter moins des hautes. Ça m'a pas aimé n'importe quoi. Il ne faut pas nous faire n'importe quoi. Il va fouiller ça, il va dire pour mon aïe. Oui. Bon, alors, ça, c'est un fait. À quoi vous êtes mes chers collègues? Nous, comme été, si vous voyez avant nous arriver, avant de arriver, la pomme, nous ne pas voter ça, nous allons voter ça, ou nous pas voter ça. OK? Bon, alors, je vous explique. Hein. En gros, c'est effectivement par rapport à une loi portant sur le dérèglement climatique, chaque collectivité doit voter dans cette affaire-là, et même, je crois, avant un représentant. Et le représentant, c'est effectivement, me semble-t-il, M. Jotam qui doit être le représentant pour cette affaire-là. Donc, le problème, c'est que moi, je ne maîtrise pas trop ce sujet-là, mais on le met quand même, si vous êtes d'accord, et puis on va en reparler tout à l'heure. S'il n'y a pas suffisamment d'explications en la matière, nous n'allons pas le voter. Est-ce qu'il y a une objection par rapport à ces 2 points hors bordereau? Pas d'objection. Merci, mes chers collègues. Je vous propose donc que nous puissions démarrer ce conseil. Je propose M. Jim Lapin comme secrétaire.
Est-ce que vous êtes d'accord, Monsieur Lapin? Bonsoir, chers collègues. J'accepte cette tâche. Merci, chers collègues. On y va donc. Nous allons passer donc au premier point qui est l'approbation du procès-verbal du Conseil municipal du 19 janvier 2024. Vous avez reçu les documents. Est-ce qu'il y a des observations, des corrections, des modifications? Pas d'objection. Pas d'observation. Merci, mon ami. Très bien. Bon, eh bien, si vous êtes d'accord, nous mettons donc aux voix quels sont ceux qui s'abstiennent, qui votent contre, adopté à l'unanimité. Tu as noté que Frisé est là, hein? D'accord. Merci, mes chers collègues. Nous comptons également l'arrivée de notre collègue Reine Pélan, qui a fait l'effort de venir. Elle n'est pas en très grande forme. Merci, ma chère Reine, d'avoir accepté de venir nous rejoindre. Bon, elle n'est pas en forme, hein, je vous dis ça, donc pas embêtez elle n'a pas posé de questions. Laissez-la assiser tranquillement, parce qu'elle ne croyait pas bon. Bon, en tout cas, merci Reine. Très franchement, elle n'était pas opérationnelle et elle a accepté de venir pour pallier au cas où s'il y aurait une difficulté. Bien, nous passons donc sans tarder au point numéro 2, qui est donc la suppression des régies de recettes et d'avances. Alors, mes chers collègues, depuis un certain nombre d'années, la ville de Sainte-Rose a créé un certain nombre de régies, d'ailleurs en quantité illimitée, j'ai envie de vous dire, parce qu'on avait 14 régies, avec une totale, comment dire, ne pas dire de bêtises quand même, enfin, une transparence peu évidente, si vous voulez. Et donc ces régies qui étaient mal contrôlées, mal gérées, ont fait que bon, chaque fois, pour pouvoir régler notre problème, on crée notre régie, et puis on en crée une autre, et puis on en crée une autre. Si bien qu'on s'est retrouvé avec plus d'une dizaine de régies. Et malheureusement, parmi toutes ces régies, aucune ne fonctionnait vraiment. Donc nous avons demandé avec les services financiers d'opérer à la radiation de toutes ces régies, de la fermeture de ces régies. Pour une bonne raison très simple, vous comprendrez évidemment, c'est qu'avoir 14 régies, ça n'a aucun sens. Surtout qu'il n'y en a pas une seule qui fonctionne de manière correcte. Aujourd'hui, en mairie, nous n'avons pas besoin de plus d'une régie ou deux pour fonctionner dans les bonnes conditions. D'accord? Donc on a une régie qui va couvrir ce qui concerne le cimetière, les machins, les taxes pour ci, pour ça. Et puis éventuellement une autre si on a des activités particulières qu'on veut développer. Mais il n'est pas nécessaire d'avoir 150 000 régies, puisque ça n'a pas beaucoup de sens. OK? Donc j'ai proposé que nous puissions fermer toutes ces régies. Oui, bonsoir Viviane. Je vous demande donc de noter l'arrivée de notre collègue Viviane Vati. Merci Vivi d'être présente ce soir. Alors, donc je dis que nous allons fermer donc toutes ces régies pour en laisser une de disponible et que nous puissions travailler dans de bonnes conditions comptables, d'accord, et qu'il y ait une transparence totale sur l'activité de cette régie. Donc je vous propose donc, si vous êtes d'accord, de voter pour la fermeture de toutes ces régies. Alors vous les avez, il y a une liste, hein, je n'ai pas le truc sous les yeux là. Mais bon, voilà, il y a un PV là. Régie avance pour le service de protocole, régie avance pour les services techniques, régie avance pour les fêtes de cérémonie, régie avance pour l'organisation des fêtes communales. Alors, vous voyez par exemple une aberration, régie pour les fêtes et régie pour les fêtes. Régie pour le service des sports, régie pour le service des sports encore, vous voyez? Sport et sport. Régie pour les affaires culturelles, régie pour les affaires culturelles encore, deux régies pour les affaires culturelles. Régie pour les fêtes bourgs et sections, alors que vous aviez déjà deux autres qui étaient régies pour les fêtes. Régie pour le temps d'activité périscolaire. Régie pour le matériel et fonctionnement des services municipaux. Bref, comprenez bien que c'est un truc qui n'a pas beaucoup de sens. Donc aujourd'hui, hein? Régie polliniste. Non, n'importe quoi. Bon, allez, donc, résultat des courses, autant de régies, ça fait trop de régies. Donc on supprime toutes ces régies pour avoir une seule régie, ou si vous préférez, un seul régie.
Bien, je vous invite à poser des questions si vous le souhaitez, mes chers collègues. Le débat est ouvert. Y a-t-il des questions? Pas de questions, pas d'observations? Très bien, ben c'est parfait. Ben je vous remercie. Donc, je vous propose donc de passer aux voix. Y a-t-il des personnes qui votent contre, qui s'abstiennent? Adopté à l'unanimité. Merci, mes chers collègues. Le point suivant, c'est donc le point numéro 3, qui est la demande de subvention au profit du Collège de Bébel. Alors, pour ce point, 2 personnes vont présenter ce point. D'abord, Isabelle Jomy fera une introduction, et puis par la suite, Madame Boël Bonamour sera donc, qui est avec nous, qui est du Collège de Bébel, viendra donc nous donner, venez à côté de moi, vous allez voir que c'est une place très confortable. Je laisse la parole à Isabelle qui va faire la transition pour Madame. Voilà, donc bonsoir à tous. Effectivement, une présentation, on va dire, à double voix pour effectivement solliciter la collectivité et l'aval des élus donc ce soir du conseil municipal en vue de fournir, enfin de voter une subvention exceptionnelle au profit du Collège Bébel qui s'investit sur un certain nombre de projets en faveur effectivement de la réussite des élèves, de la découverte de leur environnement proche ou encore plus éloigné, avec en cela la possibilité pour eux effectivement d'aller, pour le cas du départ vers la Dominique, d'aller particulièrement toucher du doigt le développement durable. Donc, Madame Boël Blanc-d'Amour, qui est donc professeure au Collège Bébel, a été invitée à nous rejoindre de façon à ce qu'elle puisse présenter de manière plus fine son projet, enfin porté par elle en tout cas, donc le projet de l'établissement porté par Madame Boël Blanc-d'Amour, qui présentera donc le projet, la classe qui y va et tous ceux qui effectivement œuvrent pour que ce projet puisse voir le jour. Donc, Madame Boël Blanc-d'Amour, c'est à vous. Faire ça. Bonsoir à tous, merci beaucoup Isabelle Jomy, collègue donc du Collège Bébel depuis de nombreuses années. Donc en fait ce projet est lié au fait que nos enfants à Sainte-Rose n'ont pas toujours l'occasion de voyager. En fait, nous avons eu l'occasion de faire d'autres projets, le projet Tara, où on emmenait des enfants tout simplement à la plage des Amandiers pour récupérer les matières plastiques, les compter, les peser, etc. Et les 2 années où nous avons fait ça, j'ai eu des enfants qui m'ont dit « Madame, est-ce que je peux mettre les pieds dans le sable ?» Des enfants n'avaient jamais été à la plage. Et puis en discutant, on s'est aperçu que des enfants n'avaient pas été plus loin que Sainte-Rose, d'autres pas plus loin que la Basse-Terre. Donc il fallait essayer d'ouvrir leur horizon. Donc ça a été le point de départ. Donc l'atelier sciences, comme l'a dit Isabelle, cette année est tourné vers les développements durables. Nous avons une 15aine d'enfants avec nous. Il y en a certainement 14 qui devraient partir avec nous. Donc le but de ce voyage, tourner vers le développement durable et vraiment d'amener nos enfants à s'améliorer, à prendre confiance en eux. Ils vont présenter dans un collège de Dominique ce qu'ils font à l'atelier sciences. Ils vont le présenter en anglais. Donc nous serons accompagnés lors de ce voyage d'un professeur d'anglais, d'un assistant d'éducation. Nous allons également nous découvrir les Spanish Falls le premier jour. Nous allons également aller au Fort Shirley, qui est un point important de la Dominique sur lequel nous pourrons réfléchir sur l'histoire donc de la Caraïbe. Nous découvrirons également une centrale géothermique. Bref, nous allons essayer d'ouvrir nos enfants sur leur environnement pour être capables de se rendre compte de ce qu'ils ont ici en Guadeloupe et de pouvoir voir ce qui peut se faire ailleurs pour pouvoir devenir plus tard des citoyens sur lesquels ils vont se dire peut-être que je pourrais faire quelque chose de similaire, peut-être que je peux faire encore mieux en Guadeloupe. La Guadeloupe est investie, et Sainte-Rose en particulier, sur le développement durable. Nous avons eu comme partenaire
Énergipol, donc vous me dites si je suis trop longue. Non. Pardon. Nous avons eu comme partenaire, comme donateur, Énergipol, donc qui a le site de l'Espérance, investi donc dans le développement durable. Nous avons également eu comme donateur la distillerie Bonne Mère, qui est également investi dans le développement durable parce qu'ils ont un méthaniseur à Jarry pour essayer donc d'utiliser les énergies renouvelables. Mais aussi, je tiens à remercier peut-être vous qui êtes présents, puisque nos enfants, nos élèves ont fait des manifestations, sont allés donc à Carrefour pour faire de l'ensachage. Donc peut-être que vous êtes passé vers eux, que vous avez laissé une petite pièce. Nos enfants également ont fait des tartes. Ils ont vendu sur la place tricolore. Donc merci de nous avoir permis cette manifestation. Donc nous avons récolté à peu près, entre les donateurs et les manifestations, nous avons récolté à peu près 5 500 €. Nous avons, par le rectorat et le département, récolté à peu près 4 500 € aussi. Et puis nous espérons avoir donc un geste également généreux donc de la mairie. Quoi qu'il en soit, je tiens réellement, je dis devant vous, à féliciter nos parents et nos élèves déjà pour tout leur investissement. Si vous avez des questions. Parfait, merci pour les explications, mes chers collègues. Si vous avez des questions sur le projet, très beau projet. Alors, normalement, nous avions prévu 15 enfants. Pour l'instant, j'en ai 14 qui disent vouloir partir, mais j'en ai encore 3 qui n'ont pas leur papier à jour, qui sont en pleine démarche. Donc on est en cours, on espère. Voilà. Non, alors en fait, on va tous loger à Salisbury, donc c'est sur la côte ouest, vraiment au milieu, c'est entre Portsmouth et Roseau, et ça va être notre point de départ en fait. Et de là, on va pouvoir rayonner. On a un taxi qui va être avec nous, qui va nous amener sur l'île tous les jours. Voilà. D'autres questions? Alors, c'est juste pour dire que quand notre collègue nous a proposé, en tout cas hier soir, le projet, nous avons trouvé que c'était, enfin, pour ma part en tout cas, et mes collègues, que c'était un très beau projet et que nous soutenons ce type d'initiative. Ça me fait très très plaisir pour nos élèves et je ne manquerai pas de leur dire. Ils seront ravis, ils vont être fiers, ils vont être très très fiers de partir. Je suis très heureuse également pour eux. C'est vrai que j'ai juste envie de dire, quand Mme Boel Blanc-d'Amour dit que cela va être très important pour les élèves qui seront fiers de le faire et les parents également d'accompagner ce type de projet. Alors je ne sais pas si vous avez remarqué comment les projets de sortie et de départ à l'extérieur, avec nuitée justement, ont été de moins en moins menés en fait, parce que la responsabilité est très très importante, que de s'engager à partir avec des enfants, avec des jeunes. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, je pense que nous avons besoin justement de leur montrer que nous leur refaisons confiance, à eux, à leur famille, et tout cela participe effectivement au mieux vivre ensemble et à devenir effectivement des citoyens responsables. Donc je crois que les établissements s'engagent de plus en plus, je m'en rends compte puisque effectivement le conseil départemental également accompagne bon nombre d'établissements. On a envie de se remettre en selle, on a envie de se refaire confiance, et je crois qu'à Sainte-Rose, ben voilà, il y aura un nouveau projet également bientôt pour des élèves qui partiront à Marie-Galante. Donc là encore, ben, la ville n'a pas été sollicitée parce que le budget était un budget cité éducative, mais c'est vrai que on compte sur chacun pour valider, montrer son approbation quand on sollicite effectivement les élus ou les personnes lambda de la commune pour accompagner ce type de projet. Voilà, merci en tout cas d'avance. Perfecto, vas-y. En fait, j'aimerais savoir justement, est-ce que si le coût total en fait, du projet, si on est encore loin de l'objectif, Je suis très très fière de vous annoncer que cela coûtera 0
€ aux parents. C'est un projet qui est à hauteur de 13 000 et quelques euros. Nous avions envisagé au départ une participation de 300 € pour les parents. Et de par les donations, de par les activités qui ont été menées par les parents, par les enfants, par les enseignants, par notre collègue aussi assistant d'éducation, on a pu ramener ceci à 0. Voilà. Est-ce que vous avez toujours... Oui. Oui, bien sûr. Parce que je me disais peut-être qu'elle n'a plus besoin de notre argent. Alors, en fait, si vous me permettez, en fait, si jamais il venait à rester d'argent, parce que vous savez, donc c'est un projet, il y a des choses, voilà, c'est écrit sur le papier. Une fois sur place, on ne sait pas ce qui peut se passer. Si jamais il restait des sous, normalement, le site de l'Espérance, par exemple, ne se visite pas. Monsieur Fierce, qui est directeur, nous a dit, pour vous, j'autoriserai les élèves de l'atelier sciences à se rendre sur place. Il faut des sous pour cela. Donc voilà, donc ça se verra pour nos enfants. Et de toute façon, si M. Fierce vous demande de l'argent, venez me voir, je vais faire en sorte qu'il ne vous demande rien du tout. Bon, en tout cas, est-ce qu'il y a d'autres questions, mes chers collègues? Pas d'autres questions? Alors, je n'ai pas de questions, mais je demande juste au caméraman qui est avec la grande lumière que ma collègue, Mme Pélan, s'est fait opérer des yeux et que la lumière est assez forte pour ses yeux. Donc, si on peut faire quelque chose pour la soulager. Merci. Je vous inquiétez, nous, là. Bon, désolé, hein, frérot, hein, mais bon... Alors, d'autres questions? Monsieur Répire. Excusez-moi, juste bonsoir. Point de vue logistique, quel accompagnement qui est prévu, quelle prise en charge au niveau de la Dominique lorsque vous arrivez? Alors, lorsque nous arrivons, le taxi nous amène directement à l'hôtel. Nous sommes 3 adultes pour au maximum 14 enfants. Donc, on va se partager les enfants, c'est-à-dire pour avoir une vision permanente sur chacun de ces enfants-là. Après, ils sont toujours accompagnés par nous. Donc voilà, et le taxi est présent, quand on est sur un lieu, il reste avec nous. Donc normalement, tout devrait très très bien se passer. Voilà. Parfait. Bien. Y a-t-il une dernière question? Non. Dommage. Vous n'avez pas posé assez de questions. Bon. En tout cas, attendez, restez avec nous, hein, ne vous inquiétez pas. Jusqu'au vote. Hein. Parce qu'on ne sait jamais, peut-être que si vous vous levez, ils vont peut-être voter contre. Bon, ben, mes chers collègues, je vous propose donc d'accepter le principe de voter cette subvention de 1 500 €. Je vous fais une confidence, si vous nous aviez demandé plus, on vous aurait donné plus. C'est trop tard. Bon. Eh bien, donc, je vous propose donc de voter ces 1 500 €. Est-ce qu'il y a des personnes qui s'abstiennent, qui votent contre? Adopté à l'unanimité. Merci à vous. Merci beaucoup. Au plaisir de vous avoir reçu. Et bien évidemment, quand vous voulez, pour revenir nous voir. Merci beaucoup. Merci à tous. Bonsoir. En prie. Merci, mes chers collègues, pour ce point, donc, projet intéressant, ma foi, pour nos enfants, nos jeunes enfants. Alors, soyez d'accord, on va passer donc au point suivant, qui est donc le débat d'orientation budgétaire. Alors, sur ce point, je vous propose une organisation. Je vais faire une introduction. M. Yakou va faire un développement. Nous allons ouvrir les débats et s'il y a des questions particulières, la direction financière est présente et pourra toujours nous aiguiller. Alors, mes chers collègues, aujourd'hui, j'ai envie de vous dire que ce n'est pas un grand jour pour notre ville. Il y a un jour, dans quelques jours, je pourrais vous dire que c'est un grand jour. Je dis que ce n'est pas un grand jour, mais c'est quand même un moment important dans la vie de cette collectivité parce que nous sommes sur le point d'échanger sur les orientations budgétaires, mais surtout, qui dit orientation budgétaire dit volume financier, dit projection financière pour le budget qui va arriver dans quelques jours, peut-être une semaine ou deux, pas plus. Et depuis le 15 janvier 2022, date à laquelle nous avons accepté les responsabilités
que le conseil municipal nous a confiée, nous avions une ligne qui était unique. C'était de régler la situation financière de notre ville. C'était un chemin unique, c'était une nécessité, c'était une obligation. Je vous rappelle quand même que ça fait 11 ans que la ville de Sainte-Rose n'a pas voté un budget en équilibre. Donc ça veut dire que, bon, 10 ans, pardon. 11 ans, c'est en 2024. 10 ans que la ville de Sainte-Rose n'a pas voté un budget en équilibre. Ça fait 10 ans que la ville de Sainte-Rose n'a pas voté un compte administratif positif. Ça fait 10 ans que la ville de Sainte-Rose n'a pas voté un compte de gestion positif. Ça fait 10 ans que la ville de Sainte-Rose n'a pas investi 1 euro pour la population en échange des impôts prélevés, 2014-2024. Vous avez remarqué que je ne fais pas de politique, hein. J'ai mis 2022-2024 dedans. Hein. D'accord? Donc je dis que ça fait 10 ans. Moi, ce n'est pas de ma faute, c'est les chiffres. N'est-ce pas? Donc ça fait 10 ans que cette collectivité est sous l'eau. Ça fait 10 ans que cette collectivité ne respire pas. Ça fait 10 ans que cette collectivité n'a pas les moyens de rendre à la population le fruit de ses impôts. Aujourd'hui, la situation a changé. Aujourd'hui, la ville de Sainte-Rose est en phase, bientôt, de voter un budget en équilibre. Aujourd'hui, la ville de Sainte-Rose est en phase de voter un compte administratif positif. Aujourd'hui, 10 ans après, la ville de Sainte-Rose est en phase de voter un compte de gestion positif et qui est coordonné avec le compte administratif. Aujourd'hui, après 10 ans, la ville de Sainte-Rose sera en capacité en 2024 de rendre à la population une partie des impôts qu'elle a récoltés. Et c'est en cela que je dis que c'est un grand jour quand même si que nous ne sommes pas encore dans la phase de budget et que nous sommes dans une phase de projection. Parce que grâce à des efforts qui étaient, ma foi, draconiens, durs, difficiles, et je vous dis ce soir, je voudrais remercier l'ensemble de nos collaborateurs, personnel communal, je ne parle pas des élus, du personnel communal, qui a joué le jeu avec nous pendant ces 2 années. Parce que c'était compliqué, c'était difficile, il n'y avait pas de marge de manœuvre. On ne pouvait pas signer des bonnes commandes pour faire n'importe quoi. Et il fallait travailler, il fallait assurer le service public, à minima bien évidemment, mais il fallait le faire. Et nous avons respecté à la lettre les trajectoires qui nous avaient été recommandées. Alors certains ont dit qu'on s'est couché devant l'État, certains ont dit qu'on s'est, je ne sais pas, bon, j'ai entendu tellement de conneries par-ci et là, pour dire que bon, mais voilà, qu'on s'est mis à plat devant l'État, qu'on s'est mis à plat devant ci pour avoir ça. Ben oui. On s'est mis à plat parce que vous savez qu'on était déjà à plat. On n'avait pas besoin de se mettre à plat. On était déjà complètement à plat, couché. Ah, ça, je ne sais pas. Et il a fallu effectivement trouver le moyen de se relever. Et c'est à plat, c'est parti à plat que nous nous sommes relevés. Et pendant ces 2 années, c'était difficile, c'est vrai. Et j'ai entendu, et j'entends encore, les plaintes de la population. J'entends les difficultés que nous rencontrons. J'entends qu'il y a des trous dans les routes. J'entends que les routes sont défoncées, abîmées, déchirées, tout ce que vous voulez. J'entends que les trottoirs ne sont pas faits. J'entends que les fossés ne sont pas nettoyés. J'entends que les écoles sont défectueuses. J'entends que le hall des sports coule. J'entends que le stade n'est pas opérationnel. J'entends plein de choses. J'entends que cette mairie, on n'est pas fichu d'occuper son niveau supérieur à part cette salle-là. Parce qu'elle coule de partout. Et les agents qui sont là, c'est une faveur qu'ils nous donnent de rester là. Donc j'entends tout ça. Et je l'ai entendu. Mais tous ces gens-là, y compris la population, ne s'est pas plaint pendant ces 2 ans. Ils commencent à se plaindre aujourd'hui, c'est normal, parce qu'ils trouvent le temps un peu long maintenant. Et ils ont raison. Mais ils sont restés silencieux pendant 2 années. Ils ont été résilients pendant 2 années. Et très honnêtement, je voudrais remercier la population, le personnel communal, les élus,
majorité, opposition, je ne fais pas de distinction. Je voudrais remercier tout le monde parce que nous avons tous joué le jeu. Parfois avec des heurts, c'est normal, parfois avec quelques difficultés, mais oui, ça fait partie du jeu. Mais nous l'avons respecté. Et surtout, je disais tout à l'heure que ce qu'on voulait appréhender une espèce de platitude devant les services de l'État, devant la CRC, devant tout ça, eh bien, ça nous a permis de faire des choses qui, aujourd'hui, je vous le dis, et je répète les mots des personnes référentes dans ce pays-là, tant pour l'État que pour les finances publiques, que nous sommes un cas d'école. Nous sommes un cas d'école. Parce que sortir du marasme que nous étions et arriver 2 ans après dans la situation qui est celle que nous connaissons aujourd'hui, c'est quelque chose de tout simplement exceptionnel. Je ne dis pas ça pour m'envoyer des fleurs, je vous dis ça, hein. Je n'ai pas de problème par rapport à ça. Hein. Ce travail-là, je ne l'ai pas fait seul. Hein. Je l'ai fait avec toutes les personnes qui sont assises là, toutes sans exception. Toutes, Jim, Sandra, Frise, tout le monde. Viviane, a dit volontairement les personnes qui peut-être pas nécessairement, mais quand même. Ok, bon, j'ai mis ça à nouveau, mais bon. Et même c'est cela. Parce que lorsque vous êtes un élu, peu importe votre position, à partir du moment où vous participez au débat du conseil municipal, vous faites avancer la ville. Et nous avons fait des efforts draconiens puisque nous avons pu dégager chaque année 10 millions sur un budget principal. Si vous connaissez beaucoup de communes en Guadeloupe qui dégagent 10 millions sur leur budget principal, emmenez-les-moi. Parce que pour dégager 10 millions sur le budget principal par rapport à ce qui se passait avant, vous savez qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut faire quasiment 1 million d'euros d'économie par mois par rapport à votre fonctionnement prévu. Ça veut dire que lorsque vous avez un budget, vous exécutez un budget par rapport à un certain nombre de dépenses que vous programmez. Je souhaite la bienvenue à Mme Belrose. Je n'avais pas dit que Sandra était arrivée. Pardonne-moi, Sandra. Tu avais noté que Sandra était là? D'accord. Non, elle est là, elle est là. Et c'est Bébête qui est arrivée. Enfin, Bertina Belrose. Bonsoir, Bébête. Alors, donc je disais... Et donc, ça veut dire que, bon, sur votre fonctionnement normal, vous devez modifier vos paramètres pour économiser pas loin de 1 million d'euros par mois. Je ne sais pas si vous imaginez ce que ça peut représenter, 1 million d'euros par mois en bénéfice sur votre fonctionnement. C'est quelque chose de colossal. On ne parle pas les autres des 50 000 euros, on ne parle pas les autres des 10 000 euros, on ne parle pas les autres des 100 000 euros, on ne parle pas les autres de 1 million d'euros d'économie par mois. Eh bien, ça demande effectivement une politique rigide. Et elle a été rigide pendant ces 2 années. Couper boulon même, couper boulon pendant un moment. Mais cette politique a porté ses fruits. Et nous avions fait un pari de placer notre mandat qui est de 4 ans, n'est-ce pas, sur 2 volets. Le premier volet, c'est un volet de réparation. Réparer la situation catastrophique que nous avions héritée. C'était la réparation. Et ça a pris 2 ans. Je vous redis encore, je parle sous le contrôle de... Qui était avec moi ce jour-là? Je ne sais pas si c'était Henri, je ne sais plus. Je vous dis, je crois que Mme Dorimont est au courant de ça. Le 17 janvier 2022, j'ai été reçu par M. le préfet, Alexandre Rochat, accompagné du directeur général des finances publiques, M. Ben Saïd. Ils m'ont reçu à la préfecture de Basse-Terre. Et ils m'ont dit, monsieur le maire, je vois que vous êtes un homme très volontaire, très sympathique. Comme ça, je vous dis ce qu'ils m'ont dit, monsieur Rochat. Je vois que vous êtes un homme très sympathique, très volontaire. Je vois que vous m'avez exposé une belle situation, mais je vous dis, malgré votre bonne volonté et malgré vos idées, vous ne vous en sortirez pas avant 2030. Je vous répète exactement ce que monsieur le préfet Rochat m'a dit. Vous n'allez pas vous en sortir avant 2030. Et je me rappelle bien d'une chose. J'avais dit, monsieur le préfet, 3 ans. Et monsieur Ben Saïd, qui était juste à côté du préfet, avait souri gentiment.
Et en gros, il m'avait dit, bon voilà, vous êtes un rigolo, quoi. Parce que, bon, vous êtes bien gentil, monsieur, mais au rythme où vous allez, et avec ce que vous me proposez, vous n'avez aucune chance. Parce que ce que je lui avais proposé, c'était précisément ça. C'était de dire, bon, nous sommes capables de faire. Aïe, 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 pas si la vérité ou la mensonge. Qu'est-ce qui est tombé? Ah, c'est le nom de qui est-ce qui est tombé là? Oh, non, qui est tombé là, un mauvais signe, ça. J'ai pas le respect à maintenant. Non, je rigole. C'est qui, hein? Vous dites non, vous? Qui est bon? Bon, on va faire ça. Bon, ok, elle n'est pas là. Non, non. Bon, et d'ailleurs, elle a perdu son frère il n'y a pas longtemps. J'espère que j'ai une pensée pour elle. Non, je disais que, donc, je lui ai dit, mais monsieur le préfet, on peut faire 1 million d'économies par mois. Il m'a dit, mais vous allez faire comment? Mais il faut bien faire vivre la ville. Et vous allez faire comment? Je dis, ben on va faire. Et j'ai dit que nous sommes capables de trouver des recettes là où il y en a. Il me dit, mais vous allez faire payer les terres, monsieur? Je dis, mais bien sûr que je vais faire payer les terres. Je vais faire payer les terres sans pour autant bousculer la population, sans pour autant les mettre à mal, mais je vais instaurer une nouvelle façon d'appréhender les choses. Sur le principe de l'équité. C'est quoi l'équité d'un citoyen vis-à-vis d'un autre? C'est que lorsque quelqu'un paye, tout le monde paye. C'est comme dans le bar. Quand Joe paye, tout le monde paye. Quand Joe boit, tout le monde boit. Ben c'est bien ça. Lorsque un seul paye, tout le monde paye, parce qu'il n'est pas question qu'un seul puisse payer pour les autres. Bien évidemment, on a un système. Le système français, c'est un système qui est bien organisé. Donc, ce n'est pas un système qui vole les gens. Vous payez en fonction de ce que vous avez engrangé. Alors bon, tout le monde n'est pas d'accord avec ça. Ceux qui ont beaucoup d'argent trouvent qu'ils payent trop, c'est normal. Moi, j'en ai pas beaucoup, je ne paye pas beaucoup. Bon, bref. Mais ceux qui en ont beaucoup trouvent qu'ils payent beaucoup. Ils ont raison. Mais ils payent toujours la même chose que tout le monde, finalement. Parce que vous êtes sur un ratio. Donc, si on vous prélève 10%, 12%, 11%, alors c'est normal que 11% de 500 000 euros, c'est 55 000 euros. Et c'est normal que 11% de 1 000 euros, ben, c'est 107 ou 110 euros, voilà. C'est ça, le jeu. Donc, le gars va te dire, moi, je paye 55 000 euros, et toi, tu payes 110 euros. Mais il a oublié de dire qu'il a touché 550 000 euros, ou 600 000 euros. C'est ça, le truc. Et donc, je pars du principe que nous devons tous être solidaires sur le principe du paiement. Et j'ai fait aussi comprendre à la population qu'on doit payer l'eau, par exemple. Parce que l'eau, ce n'est pas un bien qui est gratuit, je suis désolé. Alors, évidemment que tout le monde n'aime pas entendre ça. Mais l'eau, c'est l'eau, voilà. Alors, elle n'est pas de bonne qualité, elle ne coule pas tous les jours, je suis d'accord avec ça. Mais vous imaginez si les robinets étaient fermés tous les jours, qu'est-ce que ça aurait pu donner? Alors, peut-être que c'est trop cher, ça, c'est une discussion qu'on peut avoir. Quoique nous, notre eau était l'eau la moins chère pendant plusieurs décennies. Aujourd'hui, elle a augmenté un peu. Mais, bon, voilà. Mais pour autant, vous êtes bien obligé de payer. Et ça, il faut que tout le monde puisse l'entendre. Et notre volonté, ce n'est pas de sanctionner quiconque, bien au contraire. Mais c'est de permettre à chacun de comprendre que nous avons tous une responsabilité. Et ceux qui n'ont pas les moyens de payer ne payent pas, bien évidemment. On ne fait pas payer ceux qui ne peuvent pas payer. Les bénéficiaires du RSA ne payent pas. Les retraités qui ont plus de 80 ans ne payent pas. Ça, c'est des lois qui existent pour protéger certaines personnes vis-à-vis de leur vie personnelle, voilà. Mais ceux qui sont en activité, ceux qui ont les moyens de le faire, eh bien voilà, la contribution, elle est toujours la même pour chacun. Donc, nous avons instauré ce principe-là. Et mes chers amis, ça a marché. Ça a marché parce que les gens ont compris que, bon voilà, il fallait que chacun fasse un petit effort. Sur la question des terres, moi je veux bien dire que c'est les terres de Christophe Colomb, il n'y a pas de problème. Mais enfin bon, les années 1400, c'est bien loin tout ça. Mais il faut bien qu'à un moment, que vous puissiez avoir un comportement responsable. Lorsqu'il y a 30 ans ou 40 ans qu'on a fait des occupations de terre, les personnes qui étaient sur ces terrains-là avaient 20 ans. 20 ans, ils étaient un peu insouciants, n'est-ce pas? Je ne condamne pas la stratégie qui a été faite, puisqu'on sait très bien dans quelles conditions les occupations ont été faites en Guadeloupe. C'était pour une question de justice sociale. Et le fondement était bon.
puisqu'il était anormal de constater que des terres se concentraient au nom d'un certain nombre de personnes et que les Guadeloupéens, et quand je dis Guadeloupéens, je ne parle pas de noirs, de blancs, de verts, je parle des Guadeloupéens tout court, les gens qui vivent en Guadeloupe, n'avaient pas nécessairement de terrain, parce qu'il n'y a pas que des noirs qui ont occupé les terrains par-ci et là. Il y a aussi des blancs, voilà. Et ça ne pose aucun problème à quiconque. Les Guadeloupéens de manière générale. Toutes les personnes qui vivent en Guadeloupe sont des Guadeloupéens. Vous voyez, on m'appelle le blanc, donc je suis un blanc. On n'a pas de problème par rapport à ça. Mais, ils avaient 20 ans, ils étaient un peu insouciants. Aujourd'hui, ils ont 60 ans. On n'a pas la même vision des choses lorsqu'on a 20 ans et lorsqu'on a 60 ans. Lorsqu'on a 60 ans, on a déjà passé une bonne partie de sa vie. Et lorsqu'on a 60 ans, on se dit, bon, mais peut-être qu'il faudra que je puisse transmettre ce bien-là à mes enfants dans quelques temps, dans quelques années. Parce qu'entre-temps, mes enfants ont déjà eu 30 ans, eux. Et mes enfants veulent faire peut-être une maison, ils veulent faire... Voilà. Et bien à ce moment-là, on se pose des vraies questions. Je ne suis pas propriétaire d'un terrain, j'ai fait une maison dessus. Et si demain on m'est arrivé moins, quand là, ça, il y a volo. Et c'est sur ce principe fondamental de propriété que nous avons échangé avec la population. Et nous le faisons de manière très pédagogique. Je n'ai jamais mis la corde autour du cou de quiconque pour payer des terres. Si tu peux payer 80 euros, tu vas payer 80 euros par mois. Si tu peux payer 50 euros, tu payes 50 euros par mois. Si vous touchez 10 000 euros par mois, on peut payer 50 euros. Évidemment, c'est de la mauvaise volonté. Mais si vous touchez 400 euros, vous pouvez payer 50 euros. Pas de problème. Parce qu'on va comprendre ça. Vous pouvez prendre peut-être 10 ans pour payer. Mais ce n'est pas grave. Vous pouvez payer. Et c'est qui est terre. Et c'est qui est terrain. Et d'ailleurs, nous sommes en train de réfléchir pour les personnes les plus défavorisées, comment on peut retravailler avec la CAF sur des demandes d'aide, parce que ça a été fait dans le passé. Il y a des aides qui avaient été attribuées pour des personnes qui avaient reçu des subventions de la CAF pour pouvoir payer leur terrain. Je parle par exemple sur les Galbas, par exemple. Il y a des grosses opérations où les personnes, la CAF a d'ailleurs versé des sommes qui sont encore chez M. Montalban, qu'on doit récupérer d'ailleurs. 100 000 euros. Bon, devant que pour nous récupérer, mais il faut nous récupérer. 100 000 euros qui ont été versés chez Montalban et qui appartiennent. Oui, mais ils ne sont pas en liquidation. Enfin, ils sont pas en liquidation. Ils ont été réattribués à un autre cabinet. Donc, aujourd'hui, on est en train de réfléchir. J'en parlais avec le directeur de la CAF il n'y a pas longtemps. Comment faire pour pouvoir, si des personnes défavorisées, comment on peut les aider à devenir propriétaires. Et il m'a dit, écoute Adrien, bon, on peut voir ça. Il faut qu'on essaye de monter ces dossiers-là. Parce que moi, mon objectif, ce n'est pas d'emmerder les gens, mais c'est qu'ils puissent être propriétaires de leur terrain. Donc, on a fait ça avec pédagogie et ça a marché. Et aujourd'hui, on a déjà délivré plus de 100 actes, mes chers amis. 300 personnes sont engagées dans le processus. 100 actes délivrés, 300 personnes engagées dans le processus. On n'est pas loin des objectifs que nous nous étions fixés. Puisque je vous rappelle que l'objectif que nous avons en 2026, c'est d'arriver au moins à 500 engagements sur le foncier. Ça nous permettra effectivement de savoir que nous avons sorti 500 personnes d'une situation indélicate. Et nous avançons comme cela. Alors évidemment, ça permet évidemment à la ville d'avoir des recettes supplémentaires, bien sûr. Mais je vous donne ma parole que l'objectif n'est pas... Le premier objectif n'est pas de faire à la ville avoir des terrains. C'est précisément de sortir ces terrains du patrimoine de la ville. Parce que vous savez qu'on paye des impôts pour ces terrains-là, n'est-ce pas? Pour ceux qui ne sont pas répertoriés. Pour les personnes qui ne reçoivent pas d'impôts fonciers. Vous pensez que les villes ne payent pas d'impôts? Ben oui, on paye des impôts aussi, nous. Parce que les impôts, c'est très très bien cadré. Ce n'est pas pour nous, c'est pour l'État. Donc l'État prélève sur les communes aussi. Donc les terrains, lorsqu'ils ne sont pas identifiés, qui sont au nom de la ville, eh bien lorsqu'on nous envoie la facture, c'est la ville qui paye. Donc moi, ce que je veux, précisément, c'est de sortir ces terrains dans le patrimoine de la ville de Sainte-Rose. Et que ces terrains puissent venir au nom des personnes. Et je pense que la population a compris ce message-là. Parce qu'aujourd'hui, mécaniquement, on a de plus en plus de personnes. C'est dommage que Mme Fréchot ne soit pas là. Elle arrive. Elle aurait pu vous expliquer l'affluence qu'il y a actuellement. Nous avons d'ailleurs fait une réunion qui s'est très bien passée au Boyer il n'y a pas très longtemps. Nous avons pris des engagements. Je vois qu'il y a quelques personnes qui étaient là la dernière fois. Des engagements que je vous garantis que je respecterai. Notamment sur la question des routes à faire, pas à refaire, hein, à faire, puisqu'il n'y a pas de route là. C'est le seul quartier de Sainte-Rose dans les terres occupées où il n'y a pas de route. Et ça, il faut régler ça. Il faut réparer cette situation qui n'est pas acceptable et qui n'est pas tolérable.
Et d'ailleurs, pas plus tard que ce matin, la SEMSAMA m'a envoyé les factures de M. Gadarcan certifiées. Je crois que j'ai envoyé ça à Mme Siané, parce que, bon, cette opération-là, vous savez quoi? Elle n'a jamais été réglée. L'opération des terres, des routes du Boyer. Nous devons au jour d'aujourd'hui à une société 350 000 €. Vous savez pourquoi? Pour les chemins qui ont été faits au Boyer. Vous imaginez combien de temps que ça a été fait, les amis? Eh bien, nous devons payer actuellement cette facture-là. Et j'ai reçu les factures certifiées de la SEMSAMA. Aujourd'hui, je les ai transférées à Mme Siané. 350 000 €. D'accord? Opération qui date, évidemment, de allez, 10, 15, 20 ans. Confiée à la SEMSAMA, opération pas payée. Nous avons bien évidemment, vous le savez, nous avons décidé de régler tous les contentieux avec tous les bailleurs sociaux. Et nous avons fait ça. Nous avons réglé tous les contentieux avec tous les bailleurs sociaux. D'ailleurs, je demande à la comptabilité de prendre des dispositions pour payer cette entreprise pour que nous puissions définitivement tourner cette page et passer à autre chose. Parce que nous attendions que ces factures soient certifiées. Eh bien, nous avons décidé de régler tous les contentieux avec toutes les sociétés, tous les bailleurs sociaux. C'est ce que nous avons fait. Et aujourd'hui, nous sommes sur le point de signer incessamment sous peu avec la SEMSAMA un accord. Alors, je vous dis ça. Nous allons payer les 350 000 €, mais en réalité, nous n'allons pas les payer parce que la SEMSAMA va nous rembourser sur d'autres choses. Parce que, j'ai une bonne nouvelle à vous annoncer, mes chers collègues, c'est que ça fait 10 ans. Je dis ça, est-ce que je peux dire ça? Oui, je vais dire ça, même, que la SEMSAMA nous arnaque. Oui, je vais dire ça. La SEMSAMA nous arnaque depuis 10 ans. Parce que la SEMSAMA devait nous rétrocéder des locaux qui sont les locaux de Morne-Rouge, les fameux ateliers relais. Ils avaient un mandat qui est terminé depuis 2015, ils n'ont jamais rétrocédé ces mandats, et ils perçoivent les loyers. Je suis désolé, je vais dire ça même. Eh bien, ces loyers-là, ils ont un coût, n'est-ce pas? Parce que plus de 10 ans après, c'est 100 000 € de loyer qui sont récoltés chaque année, n'est-ce pas? Donc ces sommes-là, il faut les rembourser. Donc, et je vais vous dire tout, comme la SEMSAMA ne veut pas payer 1 million d'euros, vous avez bien compris, donc maintenant, ils veulent me vendre le terrain de la Juvenis. Et ils veulent me le vendre au moins 500 000 €. Et ils veulent aussi me vendre le terrain de basket de Barada. Et ils veulent me le vendre, je ne sais pas combien. Et ils veulent aussi me vendre, je ne sais quoi d'autre. Mais vous savez, nous sommes des démocrates. Comme ce sont leurs terrains, et qu'ils ont jusqu'à aujourd'hui la propriété, nous avons accepté de trouver un accord médian pour nous permettre d'abord d'être propriétaires du terrain de Barada, le terrain de football de la Juvenis. Parce que, vous savez quoi? La SEMSAMA m'a dit que si jamais on ne trouve pas une solution, eux, ils vont faire une opération sur ce terrain. En disant, on s'amène à coûter des 1000 personnes dans le terrain là, ils font merde. Mais il n'empêche que juridiquement, ils ont droit. Et que moi, qui sont officiers de ça, eh bien, en mal placé pour moi dire comme ça, qu'ils n'ont pas respecté le droit. Quand Jimmy, qui sont professeurs de droit, obligés de faire respecter le droit. N'est-ce pas? Jimmy a réagi. Toujours à réagir, pas parce qu'elle n'a pas réagi, c'est Jimmy a la petite réagi. Donc, c'est comme ça va passer. Donc, résultat des courses, nous qui trouvons un accord médian, on va attendre qu'il y ait un papier là-bas, mais nous qui sommes propriétaires à terrain, madame, que ça soit en acte. Pourquoi? Ce terrain-là, ça, ils te mettent à disposition à lotissement là, ils fait là. Et normalement, c'est ton espace de jeu qui était là pour aérer ces lotissements-là, ça qu'ils ont fait à l'époque. Et évidemment, ils ont gardé propriété à terrain là, ça, ils n'ont pas transféré au nom à la ville. Et aujourd'hui là, ils ont fait nous chantage. Ce n'est pas grave. Il faut régler cette situation-là, ce n'est pas grave, on va la régler. Moi, j'attends incessamment sous peu cette convention, je vais la signer pour permettre de régler ça. Je pense qu'ils vont nous verser, allez, peut-être 400 000 €, ce n'est pas grave. On va prendre ça comme ça. Mais il y a un élément extrêmement important dans tout ça.
c'est que nous allons récupérer les ateliers relais dont nous sommes les propriétaires. Donc désormais, la ville de Sainte-Rose est propriétaire des ateliers relais qui sont à Morne-Rouge. Et nous allons décider de la stratégie à mettre en place désormais avec ces ateliers relais qui ont une valeur vénale de 2 millions d'euros. D'accord? Donc on va décider de ce qu'on fait. Alors moi j'ai proposé à Saint-Amar de les lui vendre à 1,5 million. Il dit moi non, il ne veut pas. Donc ils veulent nous rétrocéder le bien. Donc on va le récupérer et puis on va faire une séance de travail au conseil municipal pour décider de la stratégie à tenir pour pouvoir, on va dire, remettre, enfin continuer comme ça ou alors faire autre chose, j'en sais rien. Et je vous dis une chose qui est très simple, ce n'est pas le rôle de la mairie de faire de la location. Ce n'est pas le rôle de la mairie. Pourquoi? Parce que lorsque c'est la mairie qui loue, les gens ne payent pas. Depuis ils savent que c'est la mairie, ils ne peuvent pas payer, parce que c'est politique. Le roi m'a dit, là, il va voter contre vous. Donc, il ne peuvent pas payer. Donc, moi, ce n'est pas mon rôle de gérer ces trucs-là, ça. On va réfléchir comment on fait, mais je vous dis, c'est une très mauvaise idée de garder ça en gestion interne, parce qu'on va avoir tous les problèmes du monde pour recouvrer les différents loyers. Donc, dans cette logique, sur la question des bailleurs sociaux, nous avons réglé la SEMSAMA, nous avons réglé la CEMAG. Vous imaginez, on a payé 2 millions d'euros à la CEMAG. On a commencé à payer 50 000 euros, après on est passé à 100 000 euros, après on est passé à 150 000 euros, et puis après on a liquidé, on a payé 400 000 euros. On a payé 2 millions d'euros. Donc nous sommes à jour avec la CEMAG, nous sommes à jour avec la SEMSAMA, c'est eux qui ont donné nous l'argent à présent. Nous sommes à jour avec qui encore? La SIG, on n'est pas à jour avec eux. Mais il y a un contentieux qu'on doit régler sur la question de la hiérarchie du bord de mer. Mais on va être à jour parce que de toute manière, il y a des sujets de compensation parce que nous sommes propriétaires de terrain qui devaient nous rétrocéder, qui ne nous ont pas rétrocédés. Comme par exemple, les dents creuses qui sont sur le bord de mer, qui devaient être rétrocédées lorsque l'opération était censée être terminée. Et ça me permet de me rappeler aussi une chose, pour vous informer, que la CEMAG, qui est propriétaire, n'est-ce pas, du terrain de football de la Boucan, a voulu aussi pendant un moment nous faire un petit chantage pour nous dire, bon ben, hein? Non, oui, SAFER, pardon, j'ai dit CEMAG. La CEMAG, c'est à côté. La SAFER, qui est propriétaire du terrain de football de la Boucan, veut aussi nous le vendre 300 000 euros. Bon, alors ça c'est un sujet, parce que moi je vois mal comment je peux acheter le terrain de football de la Boucan 300 000 euros au bien de la SAFER, avec toutes les difficultés que nous connaissons par rapport à cela. Mais c'est un terrain qui est déclassé, n'est-ce pas? Donc il ne coûte pas 2 euros. Donc il faudra discuter avec ces messieurs. Donc, je me suis un petit peu éparpillé pour vous expliquer dans quelle stratégie que nous étions. C'était une stratégie de redressement, mais aussi de responsabilisation. Et cette stratégie-là a marché. Et aujourd'hui, je peux vous dire avec fierté que la ville de Sainte-Rose est sortie du trou dans lequel elle était. Et je peux vous dire avec fierté qu'aujourd'hui, que nous sommes une ville désormais en santé financière. Alors, on n'est pas riche, mais nous sommes à nouveau en santé financière. Et je vous disais que notre mandat de 4 ans était basé sur 2 étapes. La première étape, c'était la réparation. Nous sommes arrivés au bout de cette étape. Alors, vous pouvez ne pas aimer Adrien Baron ou Henri Acou, je ne sais qui d'autre. Mais enfin bon, c'est difficilement contestable ce que je dis parce que tout ça, c'est des chiffres. Tout ça est mathématique. La première étape donc de la réparation est terminée. Et je dis aujourd'hui que nous allons passer à une étape de reconstruction. Et les 2 années qui viennent seront 2 années de reconstruction. Alors bon, la machine va prendre un petit peu de temps à s'organiser. Hein. Ça ne va pas démarrer comme une machine bien huilée. Elle n'est pas bien huilée, notre machine, vous le savez. Mais en tout cas, nous allons redémarrer. Nous avons des cadres pour ça. Nous allons recruter d'autres bientôt. Nous allons lancer donc la reconstruction de la ville de Sainte-Rose. Et nous allons redistribuer les fruits des efforts que nous avons faits. Et donc ce budget 2024 que nous allons vous présenter prochainement, dans ses orientations, préconise d'abord le retour à l'investissement. Voilà un sujet
qui ne voulait plus rien dire à Sainte-Rose depuis 10 ans. On ne savait même pas ce que ça voulait dire, investissement. C'était quoi investissement? On ne sait pas. Nous, c'est fonctionnement. On ne connaît pas investissement. Ligne d'investissement, vérifier les budgets depuis 2014 jusqu'à l'année dernière, zéro. Zéro, 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 zéro. On n'a rien fait pendant 10 ans. Ce n'est pas moi qui le dis. Donc nous allons d'abord faire un retour à l'investissement. Ce retour à l'investissement va se matérialiser par la construction de certaines routes, par la réparation de certaines écoles, par le traitement de certains fossés, par la réalisation de certains trottoirs. Je pense par exemple à la route de Bellevue, qui, monsieur Yacoub passe là tous les jours, qui est dangereuse, n'est-ce pas? Parce que depuis des années, des voitures tombent là tous les jours. Il y a des gens qui doivent même, peut-être, qui sont peut-être déjà même morts là, on ne sait même pas. Peut-être parce que, bon, on trappe en cours, mais peut-être 3 mois après, on peut arriver au passage. Pourquoi? Hein? Ben voilà un truc qui est complètement pas normal, quoi. Parce que vous avez ce trou qui est... Ben, ces choses-là, il faudra faire ça, quoi. Lorsque vous avez des routes comme celle où Ginette habite, là, du côté de la Boucan, là derrière, mais c'est juste inacceptable. C'est même pas pensable. Je suis passé la dernière fois à Bellevue, je comprends que les gens puissent se plaindre. Vous avez des trous qui font 60 cm de profondeur, mais si on veut vous craser en voiture, c'est le coup, ça. J'exagère à peine, je vous dis. Donc, nous allons pouvoir désormais recommencer à travailler sur le réseau routier et sur les accotements, puisque c'est extrêmement important. Mais nous n'allons pas nous contenter de ça, nous allons aussi nous lancer dans un certain nombre d'entreprises. Je pense par exemple à ce bâtiment qui a été commencé, qui a été rénové jusqu'à 2013, qui est cette fameuse bibliothèque, qu'on ne va plus appeler bibliothèque, évidemment, vous comprenez bien que ce terme est dépassé. Mais enfin bon, un bâtiment où les travaux se sont arrêtés en 2013, et depuis 2013, rien du tout. Même pas un clou, et le bâtiment, bien évidemment, est en péril. Eh bien, je me suis promis qu'au 31 décembre 2024, il faut que nous soyons en capacité d'inaugurer ce bâtiment-là et lui redonner une vraie vocation. Peut-être pas une bibliothèque, certainement pas d'ailleurs. Mais en tout cas, une vocation culturelle, ça c'est sûr. Musicale, certainement, pour beaucoup. Je crois que nous avons énormément pas d'artistes, mais enfin de valeurs et de talents dans cette commune. Il faudra les valoriser. Donc, et puis aussi d'autres éléments sur lesquels nous sommes en train de travailler pour nous permettre d'avancer. Donc ce budget-là sera construit de cette façon-là. Et vous avez remarqué que nos prévisions, et après je laisserai la parole à Henri, nos prévisions font état d'un excédent assez important. Nous allons en discuter, nous allons prendre certaines décisions quant au budget, quant au vote du budget, mais on ne va pas se plaindre d'avoir économisé trop d'argent, puisque l'objectif c'est bien de pouvoir redistribuer ces richesses à la population le moment venu, donc c'est-à-dire à partir d'aujourd'hui. Donc nous invitons, et moi j'invite la population à observer pendant ces 2 années la nouvelle stratégie que nous allons développer. On ne va pas tomber dans l'opulence, mais nous allons exécuter le service public au mieux que nous le pourrons. Voilà, mes chers collègues, ce que je voulais vous dire sur ces orientations. Et je vais laisser, merci Jojo, je vais laisser le collègue Yakou vous donner quelques détails sur la projection budgétaire 2024. Et je reviendrai après pour conclure. Très bien. Bonjour à toutes et à tous. Alors, ce qui est bien avec le maire, c'est qu'il lance toujours en disant, il fait l'introduction et moi je vais faire le développement. Alors, je vais tenter de faire le développement, essayant de dire les choses essentielles dans un cadre que je pense pouvoir dire aujourd'hui, que je pense pouvoir maîtriser. Je ne sais pas si vous vous rappelez, une fois je vous avais dit en conseil municipal que je ne suis pas content du rôle que je joue parce que je n'ai pas toutes les données pour savoir ce qu'on doit faire. Mais je voudrais juste vous rappeler que quelques mois avant qu'il y ait ce changement de maire, j'étais assis au bout de cette table et j'avais proposé qu'on mette en place une commission pour travailler sur le redressement financier de la ville et la reconstruction de la ville. Et il n'y a pas d'hasard
la personne qui avait soutenu cette proposition s'appelle Adrien Barrault. Ça avait été retenu, sauf que ça n'a jamais été mis en place. Peut-être parce que il ne fallait pas que cette commission réussisse et qu'on dise que c'est Adrien Barrault et Henri Yakou qui avaient fait en sorte que Sainte-Rose redémarre. Alors que la solution politiquement était simple. Hein? Si ça avait marché, c'était le maire. Et si ça n'avait pas marché, c'était Henri Yakou. C'était politiquement jouable comme cela. Donc moi, ce soir, je suis un élu heureux. Et pour ceux qui me connaissent, tout le monde a dit, fier entre vous marrer, vous ne savez pas le bonheur que j'ai de me retrouver à cette responsabilité aujourd'hui, parce que je vois que ce que nous avons fait pendant 2 ans, il y avait du sens et nous avons réussi. Alors, donc c'était possible. Et je me rappelle combien de fois avoir dit dans ce conseil municipal, j'étais de l'opposition, c'est yeux qui lâchent. En nous, regardez qu'à nous peut faire. Aujourd'hui, on est en commission, on s'est réunis en commission, et nous avons eu tous à noter, une nette amélioration de la santé financière de la ville. C'est dans le document que vous avez à la page 9. Et normalement, j'ai demandé à Mme Siani d'être un peu plus explicite pour vous dire. Parce que pourquoi? Je sais aussi que j'ai entendu à l'époque, le maire annonce des chiffres, mais pas vrai, menti, il y a une situation n'a pas été si dramatique, qui ça et compagnie. Sauf que les chiffres, c'est les chiffres. Depuis en maternelle jusqu'en université, 2 et 2 font 4. Vous pouvez sauver 2 et 2 font 4, quelle que soit la classe où il est. Et donc, nette amélioration de la santé financière. Mais il y a l'explication qu'on veut vous donner, et moi je tiens à donner cette explication. C'est des actions liées à la maîtrise de nos dépenses. Je n'ai signé aucune bonne commande en tant que premier adjoint ayant la totale délégation du maire, parce que nous avions retenu le principe que la seule personne qui signe les bonnes commandes, c'est Adrien Barrault, le maire. Et moi, des fois, j'étais à la fois énervé et en même temps discipliné devant un maire qui passe son temps à signer des bonnes commandes de 135 €, de 152 €, de 350 €, etc. Sauf que, quand vous ajoutez ces sommes-là les unes après les autres et que vous laissez après d'autres personnes signer des bonnes commandes, eh bien, des bonnes commandes peuvent permettre à des personnes élues ou pas de la ville de passer une commande, et je prends mes responsabilités en disant ça, avec des biens que nous n'avons jamais pu retrouver dans la gestion de la ville. Et c'est ce qui peut expliquer la dérive qu'on a observée. Le maire en parle, mais moi je voudrais le dire aussi, parce que ça m'avait choqué. 11 cartes à essence dans un seul service, avec des consommations où vous vous demandez si les personnes qui ont ces cartes font le tour de la Guadeloupe 24 heures sur 24. Et quand vous additionnez tout ça, on a fait le calcul, basiquement ça faisait autour de 60 000 € par an. Donc on a travaillé sur ces questions-là, et le maire a dit, Vissé Boulon, effectivement, même moi je trouvais qu'il était dur. Il se rappelle qu'un jour j'avais pris la décision pour un cyclone qui arrivait, de passer une commande de travaux pour le groupe électrogène, tenez-vous bien, qui a été livré depuis combien d'années avant, mais qui n'avait jamais fonctionné. Il m'a engueulé en me disant, on ne peut pas faire ça, non, 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 ce n'est pas possible et compagnie. Je lui ai dit, mais monsieur le maire, oui, je sais qu'on est en difficulté, mais si un cyclone et qu'on n'a pas d'électricité dans la ville, ce n'est pas comme ça que tu vas parler. Et finalement, à force, il ne m'a pas donné l'autorisation de signer le bon de commande, c'est lui qui a signé le bon de commande. Troisième chose que je voulais dire, il y a un sacré travail qui a été réalisé dans cette ville avec le payeur sur la sincérité des comptes. Quand vous avez un dérapage dans une famille, dans un ménage, dans une entreprise, si vous n'êtes pas sûr de la tenue de vos comptes, vous ne savez pas où vous en êtes. Et ce travail-là, il fallait l'attaquer. Et on l'a attaqué dès les premiers jours. Et je voudrais là ici remercier en particulier 2 personnes, Mme Poujol à l'époque qui avait travaillé beaucoup avec nous sur cette question, mais aussi la conseillère aux collectivités locales, Mme Dorimon. Et ce n'est pas fini. Il faut qu'on continue. L'action sur la sincérité des comptes, c'était quoi? Avoir le courage politique, mais administratif et financier, de dire que des factures qui dataient
de 2017, de 2018, 2019 qu'il fallait les faire passer dans la règle de la prescription. On était très malade de voir que des petites entreprises de la ville se retrouvaient dans des situations où nous avons même du mal à retrouver la procédure qui a permis de commander cette prestation. En tout cas, on a fait ce travail sur la sincérité des comptes. Et puis, il y a un travail que nous avons commencé, le maire l'a dit tout à l'heure, et c'est notre collègue Henri Jotam qui travaille sur cette question, c'est le stock foncier qu'on a traité. On ne sait même pas qu'on est assis sur une vraie manne de recettes supplémentaires pour les années à venir dans cette ville. Et effectivement, la plupart des terres que nous connaissons, c'est des terres qui ont été occupées il y a 30-40 ans, je sais de quoi je parle, mais il y avait toujours un objectif aussi, c'était qu'à un moment donné, que les personnes qui avaient ces terres gratuitement puissent participer au service public de voirie et compagnie, donc en achetant leurs terres. Et puis il y a un effort que nous avons fait, c'est sur les dépenses RH. Alors je le dis pourquoi. Ici et là, il y a eu des solutions que nous avons trouvées pour permettre aux services de fonctionner. Mais moi, j'ai vu des rapports de la Cour générale des comptes où il y avait déjà 76 personnes en contrat à Ville de Sainte-Rose. La Cour générale des comptes demandait d'arrêter ce contrat. Le lendemain, on augmentait le nombre de contrats. J'ai vu ça dans des rapports de la Cour générale des comptes. On a arrêté cette hémorragie aussi. Donc, cette nette amélioration financière, c'est un résultat, attention, qu'il faut protéger. Le maire a dit qu'on ne tombe pas dans l'occurrence. J'ai presque envie de dire que c'est maintenant que ça commence. Ça commence maintenant pourquoi? Parce que le dérapage est toujours possible. Exemple concret. Les pommes d'année, on peut passer commande, on peut regarder, faire ça et compagnie. Même nous élus, hier, en étant de la majorité, on se disait qu'il fallait même nous qu'on se discipline par rapport à ce que la population nous demande pour qu'on ne parte pas dans toutes les directions, faire des promesses à gauche et à droite. Parce qu'à un moment donné, il faut faire l'addition. Donc pas de dérapage. Parce que nous devons continuer à améliorer notre gestion. Cette deuxième étape, il y a des risques malgré tout. Quels sont-ils ces risques? On va faire des investissements. Mais quand vous faites la maison de la famille, quand vous faites la nouvelle cité scolaire à la ville, quand vous décidez de restructurer les ressources humaines pour recruter des catégories qui nous permettent d'organiser bien les services, ça suppose dans tous ces moments-là que vous fassiez des études pour savoir quelle est la meilleure solution. Pourquoi? Parce que nous avons quelques obligations en termes de ressources humaines, notamment l'informatique, la direction du service technique et peut-être quelques autres services. Je voudrais vous dire que nous allons entrer dans une période où la maîtrise de nos commandes, la maîtrise de nos achats, la maîtrise de nos procédures de commandes publiques doivent être au rendez-vous, d'abord en termes de respect de la réglementation, parce que des fois je demande des choses, mais on comprend ce que je veux dire. Il y a des délais réglementaires incompressibles, il faut les respecter. Mais ce n'est pas parce qu'il y a un délai réglementaire incompressible qu'on peut prendre 4 fois le délai pour donner les réponses au service qui attend. Il faut qu'on soit au rendez-vous de ça. Et là, sur ces questions-là, il va falloir en interne pour mettre en place un tableau de bord. Tel service a fait telle date, l'étude a été lancée, le dossier a été mis sur la plateforme. Quel temps nous prenons pour étudier le dossier, pour passer le dossier en condition d'appel d'offres et pour que les services aient les moyens de travailler. Parce que le risque qu'il y a aussi, c'est maintenant que nous avons la possibilité de faire des choses, donc d'investir, que nous ne soyons pas capables administrativement de dépenser. Et c'est le danger total. Pourquoi? Je suis désolé, moi. Combien de fois j'ai entendu dans cette mairie, M. Abou, j'étais président du club, on ne peut rien faire, il n'y a pas d'argent. On ne peut rien faire, il n'y a pas d'argent. Quand on ne peut rien faire, il n'y a pas d'argent, je prends mes responsabilités en disant ça aussi. Vous ne pouvez pas demander à des cadres, des directeurs de faire des dossiers. Donc, il y a un travail que nous devons faire demain matin pour mettre tout le monde sur le pont pour apprendre à refaire des dossiers et à faire des dossiers qui peuvent tomber à la poubelle parce qu'on n'est pas encore prêt à les faire, mais d'autres dossiers qui peuvent être retenus quand le maire pourra arbitrer. L'absence de maîtrise de nos procédures de commande pourrait demain, si on ne fait pas attention, dans cette frénésie qu'il y aura de vouloir dépenser, de recréer des dérapages. Alors, le maire a dit qu'on sort de 10 années où il n'y avait pas d'investissement.
Alors, on vous a présenté le débat sur le dossier sur les orientations budgétaires. Me semble-t-il, il y a une présentation un peu plus améliorée de ce qu'on faisait avant. Exemple, vous avez la présentation sur la partie urbanisme, et notamment vous voyez qu'on a prévu une somme pour justement traiter la question du lotissement. Vous avez des pages sur le cadre de vie, vous avez des pages sur la jeunesse, la vie associative, sur les crèches, sur les quartiers politiques de la ville, les services à la population, par exemple, commencer l'étude sur le nouveau cimetière. Sur la caisse des écoles, on vient de finir notre rencontre avec les consultants pour travailler avec la direction de la caisse des écoles et le conseil d'administration pour améliorer la gestion de la caisse des écoles et peut-être améliorer la qualité certainement, mais j'allais dire la gestion générale. Le CCAS a vu dans nos orientations augmenter sa dotation, entre parenthèses, qui passe de 300 000 à 600 000. Alors, Mme Véroy, qui est la vice-présidente, la présidente de la commission, qui a travaillé sur des actions pour comment consommer. Mais même là, le risque, c'est qu'on ne sache pas quoi faire pour consommer ces 600 000 euros, alors qu'on a une population qui est dans le besoin. Il y a à peu près 3 000 personnes retraitées à cette cause, donc peut-être 1 500, si mes souvenirs sont exacts, ils sont des grabataires, comme on dit. Donc, nous avons à Sainte-Rose 3 000 familles monoparentales. Nous avons des questions de pauvreté qui sont là. Et qui peut mieux que le CCAS, avec d'autres partenaires, travailler à améliorer tout ça. En tout cas, ce que je souhaitais vous dire pour cette présentation, c'est que la trajectoire qui avait été fixée par les services de l'État, avec le quorum, on est dans la trajectoire. Si vous regardez alors, on a donc dans les documents, bon, j'ai perdu le fil de conducteur de ce que je voulais dire, mais par contre, je regardais mes notes. Dans le dossier, vous avez 2 pages qu'il faut regarder avec attention. C'est la page 36 et la page 38. On a progressé là dans l'exposé de toutes les actions et de tous les investissements qu'on voudra faire. Et le travail qu'on va faire après, notamment en commission, la commission que j'anime, mais en conseil municipal, c'est de vous dire régulièrement à quel point nous en sommes de tous ces projets que nous avons envisagés en termes de mise en œuvre, en cours, réalisé, pas réalisé, marché lancé ou pas lancé. Et puis pour finir, je voudrais vous rappeler que nous sommes en train de finaliser, je peux dire ça comme ça, la clôture des comptes de la régie des eaux et de l'assainissement. Alors c'est un élément qui est intéressant parce que ça nous a beaucoup aidé, il faut le reconnaître, à avoir une situation différente, sauf que sur cette question-là, il y a un sujet en suspension entre nous et la communauté d'agglomération du Nord-Bastère qui serait de dire, est-ce à nous de mettre dans nos comptes, j'allais dire, tous les points négatifs financiers qu'il y a dans cette régie. Alors, c'est un sujet délicat, difficile, technique, et c'est le maire tout seul qui pourra négocier éventuellement en commission de la communauté d'agglomération. N'empêche que la Cour régionale des comptes nous a demandé de faire apparaître cet élément dans notre compte, donc on va le faire. Pour finir, je voudrais vous dire que cette amélioration vient des personnes. Le maire a parlé des élus. Moi, je voudrais attirer votre attention sur quelque chose qui me semble très important et que peut-être que vous ne comprenez pas ou que vous ne voyez pas. Quand les services de l'État nous avaient dit que ce n'était pas possible, ils faisaient référence à quoi? Ils faisaient référence à des pratiques qu'il y a en Guadeloupe dans toutes les collectivités locales. Et quand ils disaient au maire, mais non, mais vous n'allez pas y arriver,
il voulait dire au maire que même si c'est vous qui prenez la suite, mais comme le verre était déjà pourri, vous n'allez pas y arriver. Donc le message que je fais passer à tous les élus de l'ancienne majorité, c'est que c'était possible. Ce n'est pas une nouvelle majorité qui est là depuis le 15 janvier. C'est vous qui étiez là à l'époque, hein, où ça dérapait en permanence. Où je rappelle, j'avais proposé de mettre en place une commission. Et si je conclue sur ça, c'est parce que je vous connais et je savais qu'il y avait des personnes qui étaient capables de se mettre dans un mode de dire il faut qu'on se redresse, qu'on redresse la situation. Et on l'a réalisé. Le deuxième message que je voulais faire passer par rapport à ça, le maire l'a dit, moi aussi personnellement, j'ai un certain nombre de personnes qui me disent que ce n'est pas possible ce qu'on a fait là. Exemple, comme on est à jour de toutes nos obligations déclaratives et de paiement à la sécurité sociale, à Yakou, comme vous êtes directeur, vous demandez la caisse effacer toute dette à la sécurité sociale. Bon, ce n'est pas possible, c'est faux. Mais c'est parce que depuis tantôt, on avait déjà lancé cette démarche. Alors le maire dit ce n'est pas de la politique, mais moi je suis obligé d'en parler. J'ai une lettre, moi, que j'avais signée en tant qu'ancien directeur de la caisse, où j'avais donné le conducteur pour arriver à être à jour de ces cotisations et travailler en commission de recours amiable pour effacer, entre guillemets, 1 200 000 euros. C'était bien avant les élections, ça. Vous voyez le temps qu'on a perdu? On est actuellement dans cette étape où je sais là que normalement, à la date d'aujourd'hui, et je regarde Mme Siani et Mme Dorimont, on a fait le point avec la Sécurité sociale la semaine dernière, a priori, tous les comptes de la ville de Sainte-Rose, obligation principale zéro, la seule chose qui reste, c'est les majorations de retard, et c'est ça qu'on va traiter par une lettre que le maire va signer d'ici la semaine prochaine pour qu'on aille négocier, j'allais dire un effacement partiel, même partiel de un certain nombre de choses. Donc c'est vous qui avez fait ce travail, élu, d'abord, ensuite le personnel. Et donc moi, je souhaite vraiment dire à tous les agents, tous les cadres qui ont participé notamment au travail d'élaboration de ces orientations du budget qu'on est en train de préparer, que c'est bien. Mais moi, j'ai un défaut, c'est que je n'aime pas trop faire des félicitations. Mais je l'ai fait là. Mais c'est pour vous dire que, attention, on peut toujours améliorer. Donc c'est maintenant que ça commence. Parce que notre objectif, et je le dis, c'est un objectif politique, c'est que la ville de Sainte-Rose soit un exemple de gestion en Guadeloupe. Voilà, j'en ai fini. Merci mon cher collègue. Bien, bon, c'est parfait. Donc voilà, alors, bon, vous savez qu'on ne vote pas les orientations, mais il y a un débat quand même si les collègues souhaitent intervenir. Alors, je souhaiterais que Mme Siané vienne nous dire ici, là, comment nous avons fait pour arriver à cette nouvelle situation. Parce que ce que je ne veux pas entendre demain, c'est ouais, il dit ça, mais menti à eux, il a trafiqué chiffres, etc., etc. Parce que DED font 4, quelle que soit l'année et votre scolarité. Bonsoir à tous. Donc pour répondre en fait à votre question, Monsieur Yakou, donc comment on a fait pour en fait retourner à l'équilibre? Donc il y a eu plusieurs sujets. Une fiscalité favorable, puisqu'en fait en 2021, on avait une fiscalité locale à 18 millions et cette année à 20 836 711,15 précisément. Il y a eu des mesures drastiques en matière de dépenses, d'investissement et de fonctionnement. Et puis surtout, nous avons en fait reconstitué l'actif en fait du bilan pour procéder aux écritures complexes qui sont liées en fait à des sommes d'attente, des sommes qui étaient sur des comptes d'attente pour lesquels en fait on ne pouvait pas procéder en fait à des rapprochements. Donc il y a eu des écritures qui dataient de 1995 et jusqu'à plus récemment. Donc ça a permis en fait de passer des écritures budgétaires, donc émettre des titres et en fait augmenter en fait les possibilités de réduire le déficit. Ensuite, bien évidemment, on a émis les titres de recettes pour les redevances de la ville. Passer des écritures de reprise avec la société Cap Émeraude à hauteur de 1,5 million, puisque la société a été liquidée. On avait fait une provision. Donc, comme elle a été liquidée, on a fait une reprise sur provision à hauteur de 1,5 million. Nous avons aussi traité les mandats prescrits et surtout,
la dotation globale en fait, de fonctionnement a été favorable aussi pour la ville. Voilà. Merci beaucoup, Mme Siané. Alors bon, pour certains, peut-être que tout ça n'est pas très très clair, puisque bon, tout le monde n'est pas expert en finance, mais enfin bon, vous avez bien compris que c'est par effort cumulé et conjointement associé que nous avons pu effectivement arriver à cette situation. Et nous allons continuer, parce que comme je dis, c'est pas parce qu'aujourd'hui on va mieux qu'on va commencer à faire n'importe quoi. Donc on va faire les choses de manière mesurée, parce que l'objectif, c'est aussi, en 2026, arriver à l'heure des élections. Moi, je ne sais pas si je serai candidat, j'en sais rien. Si les autres ici seront candidats, ça, on ne sait pas ce qui va se passer. Mais en tout cas, qu'on puisse remettre cette ville à la disposition de son peuple dans des conditions saines. Et à ce moment-là, advienne que pourra, peu importe ce qui se passera, mais nous aurons la conscience tranquille sur le travail fait et surtout sur le respect des engagements. Et je crois que tous les Saint-Rosiens savent que nous sommes chevillés au corps sur la mission que nous avons depuis 2 ans et que nous ne faisons pas semblant de travailler. Parce que je vous ai dit tout à l'heure qu'on nous a dit qu'on a un cas d'école, mais ce n'est pas une plaisanterie. Hein? Parce que si vous êtes, lorsque vous faites ce qu'on a fait, eh bien, on vous demande souvent, mais comment vous avez fait? Bon, ben on a fait, voilà. Et donc, c'est un travail collectif qui a été fait avec les finances publiques, Mme Dorimont, M. Marchand, avec le personnel, avant, lorsque nous étions là, avec Daniel pour les finances et Edmé, les autres qui étaient là. Ensuite, Mme Siané qui a pris le relais et qui a mis un coup de booster sur les affaires, etc. Bon, bref, on a organisé. Et puis aussi l'État. Il faut qu'on se dise les choses, puisque bon, le plan Quorum, c'est 800 000 € par an, mais ce n'est pas négligeable. Avec 800 000 €, ça nous a permis quand même, pendant 2 ans, de liquider un certain nombre de factures. Donc bon, il faut reconnaître qu'on a été aussi aidé, n'est-ce pas? On a pris les bonnes décisions, mais on a été aidé aussi. Et donc, c'est le cumul de tout cela. Et puis, je voudrais aussi remercier le conseil régional, le conseil général, la communauté d'agglomération, le conseil départemental, pardon, la communauté d'agglomération, qui nous ont accompagnés pendant ces 2 ans. Parce que, bon, bien sûr, un certain nombre de sujets, on n'était pas en capacité de suivre. Ils nous ont accompagnés, Lucienne, réveille-toi, ils nous ont accompagnés, ils nous ont emmenés avec eux, et lorsqu'il fallait que nous puissions, il y a une caméra, lorsqu'il fallait que nous puissions organiser un certain nombre de manifestations, eh bien, ils étaient là. Et ça, c'est important. Et donc, je voudrais remercier tous ceux qui, de près ou de loin, ont œuvré à cette affaire-là, parce que s'ils n'étaient pas là, je pense particulièrement au conseil départemental, je vous le dis, je ne sais pas comment on aurait fait sur certains sujets. On a été très bien accompagnés, et c'est important aussi, parce que lorsque vous êtes dans la situation où nous étions, où vous avez 11 millions de dettes fournisseurs, 11 millions, et que vous êtes blacklisté dans toutes les entreprises de Guadeloupe, si bien que jusqu'à aujourd'hui, certains qui ont dit que ça ne va pas travailler Saint-Rose. Mais bon, à présent, il va commencer ça, il y aura au fur et à mesure. Mais on était blacklisté dans toutes les entreprises de Guadeloupe avec 11 millions de dettes fournisseurs, donc vous avez 0 marge. Je peux vous dire que c'est compliqué. Et Mme Dorimont, qui était payeur à l'époque, elle sait très bien que lorsqu'on avait les recettes, la marge était tellement infime parce que je me rappelle qu'un jour, ici même dans une réunion, on devait acheter du chlore pour la régie des eaux, et je crois qu'il y en avait pour 12 000 €, 15 000 €, je ne sais plus. Elle nous a dit bon, qu'on a 9 000 € en caisse. Et que les entreprises veulent être payées tout de suite. Ça veut dire qu'ils ne veulent pas faire crédit. Donc, il faut nous te faire mandat là, il faut nous te payer tout de suite pour te nous chlore. Là. Je ne sais pas si tu te rappelles, Janice, de cette affaire-là. C'était ici même que ça s'était passé. Et on avait en caisse, je vous dis une histoire de 9 000 €, je ne sais pas quoi, et il fallait payer le chlore. Et l'entreprise nous disait, si vous ne mettez pas le chlore et que vous ne payez pas tout de suite, je ne vous livre pas de chlore. Donc, on avait jonglé, je ne me rappelle plus comment, pour pouvoir acheter ce chlore pour mettre dans nos usines d'eau. Donc, aujourd'hui, on a, je l'espère, définitivement tourné la page de cette affaire-là. Nous allons nous engager auprès de la population pour une gestion vertueuse désormais, où nous allons allier en même temps les dépenses nécessaires, mais en même temps la nécessité de faire les choses de manière correcte. Et puis, au fur et à mesure des années, la ville se désendette. Nous avons payé pas mal de prêts. Nous avons soldé le prêt de la caisse d'épargne. Nous avons encore... Bon, alors il y a des prêts qui sont là jusqu'à 2040, hein, je vous le dis quand même. Hein. Mais enfin bon, on avance très bien et on retrouve une crédibilité et nous allons pouvoir retrouver une capacité d'emprunt dans pas longtemps. Semble-t-il que c'est 2026 où on retrouvera une bonne capacité d'emprunt. Donc ça veut dire que si nous voulons nous lancer sur des grands projets, puisque c'est bien l'objectif de la ville, eh bien nous pourrons aussi emprunter
auprès de certaines banques ou auprès de la Banque des Territoires ou auprès de l'AFD. Bref, là où il faut pour pouvoir réaliser nos projets. Voilà, mes chers collègues. Je pense avoir tout dit. Merci, Mme Siané, pour votre intervention. Vas-y. Je voudrais que ça soit opéré, que le premier adjoint sera en tête de file pour te demander d'être présent aux élections municipales de 2026. Bon. Merci, mon cher ami. En tout cas, non, tu vois, il y aura une des gens qui diront ça au pas beaucoup moins. Je ne fais rien par hasard. Je répète, je serai le premier à être à la tête d'une délégation d'élus et d'autres personnes pour que tu sois tête de liste. Parce que tout le travail qu'on est en train de faire, c'est toi le leader. En 2026, les Saint-Rosiens devront dire qui ils veulent pour gérer la ville de Sainte-Rose. Si c'est nous, c'est nous. Si ce n'est pas nous, ce n'est pas grave. Mais on va faire la part du boulot. Vous avez raison, non? En tout cas, non, voilà. Mais en tout cas, ça me permet quand même aussi de vous dire, avant de lancer les débats, que nous avons une équipe qui est exemplaire. D'accord? Une équipe qui est partie le 15 janvier 2022 et qui est jusqu'à aujourd'hui exemplaire. Et les petits nuages qui peuvent passer, ça c'est normal, ça fait partie, on ne peut pas avoir le soleil tous les jours. Il y a quelques petits nuages de temps en temps qui passent dans le ciel, et pourquoi pas un petit grain, n'est-ce pas? Mais nous avons un comportement exemplaire, tous, autant que nous sommes, et ça nous permet effectivement d'être homogènes. Je le dis, cette équipe, elle est homogène. Ça veut dire que bon, il n'y a pas de place pour que l'on puisse s'infiltrer pour faire des bêtises, n'est-ce pas? Et nous allons, je l'espère, avec vous tous, arriver au bout du chemin, celui qui concerne notre ville. Donc voilà. Mes chers collègues, je lance les débats. Est-ce qu'il y a des questions, des interrogations? Je vous rappelle qu'on ne vote pas, mais enfin, on discute. Et puis après, on va parler de ce fameux point. Question. Monsieur Hilaire. Monsieur Hilaire. Monsieur le maire, chers collègues, merci de nous avoir donné la parole. C'est vrai que je tenais à prendre la parole ici ce soir, déjà pour exprimer un peu ma volonté et ma satisfaction d'être aux côtés de cette équipe. Je dirais même aux côtés de cette machine qui œuvre pour faire avancer la commune de Sainte-Rose. Je suis très bien placé pour le dire parce que bon, j'ai fait partie de l'ancienne majorité où je n'ai rien à regretter. La seule façon aujourd'hui que je puisse dire ma fierté, c'est de pouvoir travailler aux côtés d'Adrien Baron. Et comme a dit le premier adjoint tout à l'heure, M. Henri Yakou, notre fierté, c'est de dire en 2026 que nous allons pouvoir aller au combat et de dire aux Saint-Rosiens, voilà, une équipe qui a travaillé, qui a œuvré de façon à pouvoir faire avancer les affaires de la ville de Sainte-Rose. Mais pour ma part, j'ai vraiment eu la satisfaction que c'était un travail qui était ardu et de façon, je dirais, personnelle. Hein, quand je regarde un peu tous les sacrifices qu'on a pu faire au détriment même de notre propre personnalité, je dirais que je suis très fier d'appartenir à cette équipe et je continuerai, vaille que vaille, de pouvoir aujourd'hui porter ma pierre à l'édifice. Voilà. Et je tenais à dire, et si je peux profiter un peu du micro, si tu le permets, bien sûr, monsieur le maire, que dans très peu de temps, dans quelques semaines, nous allons inaugurer notre premier poste de la fibre optique ici à Sainte-Rose, notamment la section de Libonne. Voilà. C'est un travail que nous avons commencé et nous allons pouvoir terminer de dire que Sainte-Rose aujourd'hui est couvert à 100% fibre optique. Voilà. Et c'est vrai d'ailleurs, ce que Joël dit est très vrai. Je me rappelle que j'avais rencontré Philippe Roclor ici même dans nos locaux et je lui avais dit, écoute Philippe, il faut absolument que le premier endroit qui soit officiellement servi soit des bonnes, puisque nous avons des difficultés qui sont trop lourdes dans ce secteur. Ça fait trop d'années que les gens patientent pour avoir un réseau potable, donc je suis très heureux qu'on puisse lancer ça et inaugurer ça. Et bien évidemment, merci mon cher Joël pour
des observations qui me vont droit au cœur, mon cher ami. Merci. Monsieur Jotam. Merci. Alors, je suis peut-être trop loin. On va attendre moins. On va approcher du micro. Alors, je voudrais tout simplement, à cet instant où le débat est lancé, dire un peu quand même mon regret. Parce que j'ai un petit regret. Il n'est pas grand, il est petit. En tant que démocrate, j'ai une formation sociale et sanitaire, donc l'humain est dans mon cœur en permanence. Madame Véroy qui me regarde, quand on regarde là, oui, nous avons eu la même formation. Madame Véroy et moi, nous sommes des infirmiers. Par conséquent, l'homme, l'humain, est au centre de nos pensées et de nos actions. Quand je pense que dans les années passées, qu'on présentait des budgets, qu'on parlait de chiffres ici, et que certaines personnes qui sont malheureusement absentes ici ce soir, mais qui ont été élues par le peuple, prenaient un malin plaisir justement à critiquer un travail qui a été fait, à juste titre des fois, à juste titre. Mais quand on reçoit un document comme celui-là, aussi bien fait, aussi bien expliqué, un document dans lequel nous avons une vision, tout est bien défini. Je prends l'urbanisme, par exemple, j'ai en charge l'urbanisme. Ben, je vois comment le travail a été réalisé, comment ce service-là a travaillé. Nous avons travaillé en commission et je me rends compte du résultat. Là, je ne m'étais même pas rendu compte quand nous étions en réunion, la clarté et l'efficacité de ce travail-là aujourd'hui. Et je me rends compte que vraiment, un gros travail a été fait. Je voudrais dire aux Saint-Rosiens de ne pas avoir honte et justement de regarder devant soi et d'être fiers de leur commune. Je voudrais dire tout simplement que, oui, c'est vrai, le maire l'a suffisamment dit. Si hier nous étions dans les caniveaux, si hier nous hésitions et nous n'aimions pas dire comme Saint-Rosiens, je crois qu'avec ce travail réalisé, avec ce DOB, nous avons retrouvé cette fierté saint-rosienne. Et quel que soit là où nous sommes, nous pouvons battre l'estomac quand nous dit « Je suis Saint-Rosien » parce qu'il y a un vrai travail qui a été réalisé, et réalisé par les Saint-Rosiens, réalisé par les fonctionnaires de cette commune. Je voudrais vraiment qu'on applaudisse les fonctionnaires de cette commune pour ce travail et la reconnaissance aussi, la reconnaissance et le cœur qu'ils ont mis à l'ouvrage. Parce que M. le maire l'a dit, ce n'était pas facile. Et c'est parce qu'eux aussi, ils ont cru et ils ont vraiment réalisé un travail colossal, un travail titanesque. Alors, je dis que malheureusement, j'aurais aimé que nos compatriotes qui ont été élus ici, même dans l'opposition, soient présents pour dire aussi, pourquoi pas, parce qu'ils se disent experts de chiffres. Pourquoi ils ne sont pas venus? C'est peut-être parce que les chiffres sont tellement clairs. Mais même s'ils sont clairs, tu viens quand même pour le dire. Il ne faut pas venir uniquement quand les choses ne vont pas. Alors, soyons fiers d'être Saint-Rosiens. Et je crois que certainement le combat est long, mais nous qu'est gagné. Ça, c'est sûr. Merci beaucoup. Merci, mon cher collègue et vieux collègue, n'est-ce pas? Vieux frère, on va dire. Vieux frère de misère, n'est-ce pas? Est-ce qu'il y a d'autres interventions? Et puis, c'est vrai, c'est pas quand même anodin. Hein? Et ça, par contre, je dis ça pour tous les gens qui sont ici sur la table, majorité comme opposition. Il n'y a pas beaucoup de communes où les frais des élus, à part la petite indemnité qu'ils touchent, est de 0
n'y a pas beaucoup de communes où les frais du maire mensuellement à la ville, c'est 0. Les frais du maire à la ville de Sainte-Rose, c'est 0 €. Vous avez entendu ce que je vous ai dit? Les frais du maire de Sainte-Rose tous les mois à la ville de Sainte-Rose, c'est 0 €. Le maire n'utilise rien de la ville de Sainte-Rose. Le maire n'utilise pas de voiture de la ville de Sainte-Rose. Le maire n'utilise pas d'essence de la ville de Sainte-Rose. Le maire n'utilise pas de restaurant de la ville de Sainte-Rose. Le maire n'utilise rien de la ville de Sainte-Rose. Et ce, depuis 2 ans. N'est-ce pas? Les élus qui sont ici présents n'utilisent rien de la ville de Sainte-Rose. Nous sommes d'accord? Il faudra continuer. Ah ben bien sûr, enfin, peut-être pas. Non, il ne faut pas exagérer. Il ne faut pas exagérer. Mais en tout cas, je veux dire que bon, on a respecté le pari. Je rappelle que la capacité, j'ai envie de dire, d'indemnité du maire de Sainte-Rose, c'est environ 2 900 €. D'accord? Vous savez que moi, mon indemnité, c'est environ 1 300 €, n'est-ce pas? 1 400. Hein? Elle est divisée quand même par 2 et quelque chose. Vous savez qu'un adjoint au maire pourrait potentiellement percevoir 1 000 €, je ne sais pas, un truc comme ça. 1 200, 1 100 et quelques. Bon, il touche les pauvres environ 500 €. Voilà, vous voyez? C'est pas négligeable, c'est divisé aussi par 2 et quelques. Et puis, bon, les conseillers municipaux, tous, nous avions fait une coque mal taillée. Ce que nous ne percevions pas, eh bien, nous l'avions redistribué aux conseillers municipaux pour que chacun puisse avoir une indemnité. Il faut que tout le monde le sache, que tout le monde ici perçoit une indemnité, sauf les personnes qui ne sont pas dans la majorité, bien évidemment, puisque c'est par rapport à la majorité. Donc, les candidatures sont ouvertes, chers amis, c'est quand vous voulez. Mais voilà, nous avons organisé les choses comme il le fallait pour que chacun se sente responsable dans ses fonctions. Voyez? Mais tout ça petitement. Petitement pour faire en sorte que, bon, voilà, bon, c'est pas avec 300 € que vous allez changer la vie de quelqu'un, mais bon, 300 €, c'est 300 €, vous pouvez payer une voiture avec quand même. Hein? Donc, c'est pas beaucoup, mais c'est pas rien non plus, il faut respecter ça. Voilà, donc c'est ça. Et c'est ce système. Alors, je le dis encore, cette situation-là, elle n'est pas éternelle. Je ne peux pas refuser à tous les cadres de la ville d'aller à un congrès en métropole au prétexte que nous n'avons pas d'argent. Je peux faire ça pendant un temps, mais pas tout le temps. À partir du moment où la collectivité, je regarde ma chère Katia qui était obligée de payer son billet elle-même pour aller dans une mission pour la ville. Comme par hasard, je suis tombé sur elle. L'hôtel aussi. Hein? Elle était furieuse, je lui ai refusé effectivement le paiement de son hôtel et de son billet, et pourtant elle partait pour la ville. Bon, voilà. C'est pas simple quand même. Mais c'est comme ça. Et puis elle a eu le courage de payer ses affaires et d'aller faire ses affaires elle-même. Et c'est nous qui en bénéficions, puisque bon, ce qu'elle apprend ailleurs, elle le fait. Alors, ça ne va pas durer aujourd'hui, évidemment. Alors, je ne veux pas voir tous les jours sur mon bureau des trucs de voyage ou de machin, évidemment. Mais enfin bon, de manière très raisonnable, on va recommencer à vivre normalement, comme toutes les collectivités du monde, et on va recommencer à faire en sorte que nous puissions aussi exercer certaines missions à l'extérieur du pays. Voilà. Bon, je ne vais pas m'amuser toute ma vie aussi. Chaque fois qu'il y a un invité ici, il y a un préfet qui vient, il y a un je ne sais pas quoi qui vient, que je puisse payer de ma poche lorsque j'emmène quelqu'un chez Judida. Ça aussi, je vais arrêter ça, parce que vous comprenez bien que, bon, c'est pas avec ça que je vais faire OK? Bon, donc, il y a certaines choses, évidemment, qu'on va quand même rendre un peu plus souples. Mais, on ne va pas tomber dans la gabégie pour éviter précisément de retomber dans un cercle non vertueux. Voilà tout le challenge que nous nous fixons. Et aussi, je dis ça à l'ensemble des collègues, je voudrais vous remercier tous d'avoir accepté ces trucs-là. Jamais je n'ai remboursé de frais de quoi que ce soit de mission pour un collègue. Hein? Même pas 1 €. Ça ne s'est jamais fait. Alors que ce n'est pas justifié quand même. Lorsque vous allez dans une mission pour la ville, vous utilisez votre essence, machin, comme tous les élus du monde, enfin en tout cas au moins de la Guadeloupe et de France, vous avez une feuille de mission et vous pouvez vous faire rembourser sur les frais que vous avez engagés. Si vous êtes allé à Bastia avec votre voiture, eh bien vous avez mis 50 € de carburant. Le minimum, c'est qu'on puisse vous rembourser 50 € puisque vous n'êtes pas allé là pour vous. Et souvent, même des fois, vous avez perdu une journée de travail. Et bon, jusqu'à aujourd'hui, vous l'avez fait de bonne volonté. Donc, merci à tous. Et nous allons désormais
orienter les choses différemment. Est-ce qu'il y a d'autres questions, d'autres interventions? Excusez-moi, un petit problème de personnel, je suis obligé de vous laisser là. Ok. Oui, je disais donc, voilà. Est-ce qu'il y a d'autres interventions? Bon, le collègue Yakou est parti là parce qu'il y a un petit souci au niveau de sa famille, donc il doit partir. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Pas d'autres interventions? Bon, mes chers collègues, je suis un peu perturbé. Les DOM ne se votent pas, donc c'est une discussion. S'il n'y a pas d'autres questions, je vais simplement vous dire que nous allons passer au point suivant, puisque ce n'est pas un point qui se vote. Et le dernier point, évidemment, avant que nous puissions clôturer, alors les deux derniers points. Le premier, donc, c'est le projet de... ah ben voilà, on revient sur cette fameuse ZAN, là. Ouais, Madame Fréchou est là. Donc, je disais, donc, c'est donc la région... D'ailleurs, si Sodaria n'était pas arrivé, j'aurais demandé à Jim de nous expliquer ça, puisque c'est la région Guadeloupe qui, effectivement, est en charge de cette affaire-là. Et nous devons donc désigner un représentant au sein de cette ZAN, qui est donc une fameuse... C'est une espèce de commission qui est en charge donc de zéro artificialisation nette. Ça veut dire que c'est sur les sols et le dérèglement climatique. Donc, Sonaria, est-ce que tu peux dire un petit mot sur ça vite fait? Bonsoir à tous. Bonsoir. Alors, c'est la loi Climat et Résilience du 22 août 2021 qui fixe les modalités de la zéro artificialisation nette. Donc, aujourd'hui, il est demandé au conseil municipal de désigner un représentant qui siégera à la conférence régionale de la zéro artificialisation nette. La loi instaure la réduction donc d'ici 2050 alors qui impose la zéro artificialisation nette d'ici 2050. Donc entre 2021 et 2031, il est demandé une réduction de 50% du rythme de l'artificialisation nette. Donc, étant entendu que la collectivité porte des projets majeurs, notamment le village de la famille, l'instauration, l'implantation d'écoles élémentaires au niveau de la Ramée et d'autres projets. Donc, il est important pour la collectivité d'avoir du poids lors de ces discussions, dans ces phases de concertation initiées par le chef de file qui est le président de la collectivité régionale. Donc, la collectivité a proposé la candidature de monsieur Henri Jotam pour représenter les intérêts de la commune de Sainte-Rose. Est-ce que tu peux expliquer ce que c'est que la zéro artificialisation nette? Oui. Alors, on rentre dans une ère où les espaces agricoles, naturels et forestiers sont sanctuarisés. Donc, on impose de reconstruire la ville sur elle-même, c'est-à-dire construire tout simplement des programmes où se trouvent les réseaux électriques, assainissement. Donc, avec un impératif de protéger ces espaces naturels qui font l'objet d'un mitage urbain. Donc, voilà, en fait, le cœur de la loi de la zéro artificialisation nette. Perfecto. Merci, cher Sonaria. J'espère qu'on ne t'a pas donné mon message. Non, j'ai dit avant, j'avais envoyé un message, mais pas pour toi, hein, pour le service urbanisme. J'avais dit qu'il n'y avait pas de représentant. Alors, j'étais un peu fâché. Est-ce qu'il y a des questions, mes chers collègues, pour... d'abord, sur cette loi, et puis, donc sur cette fameuse ZAN-là, si vous avez une question spécifiquement sur ça, et puis,
sur la désignation du représentant, bon, M. Jotam est l'élu référent au niveau du service urbanisme. Donc, il sera notre représentant. Et puis, nous avons un conseiller régional également, qui certainement sera là pour défendre les intérêts de Sainte-Rose dans cette composition. Est-ce que vous avez des questions? Monsieur Hilaire. Merci, monsieur le maire. C'est vrai que, bon, j'aime me comprendre et j'aime me poser des questions. Tu m'excuseras? D'accord. C'est vrai que quand on regarde cette loi qui a deux articles qui m'interpellent un petit peu, l'article 194, l'article 192. L'article 194 qui, aujourd'hui, qui prennent des terres, c'est-à-dire des terres agricoles, aujourd'hui, au détriment, on les sacrifie pour l'urbanisme. D'accord? On est bien d'accord. Et quand on regarde la Guadeloupe, si vous voulez, cette partie-là, c'est 40% de notre territoire. La Guadeloupe, c'est 52 000 hectares de terres agricoles, si je ne me trompe pas. Rien ne nous oblige aujourd'hui à rentrer dans ce schéma-là, hein, parce que Laurent Wauquiez est sorti, le président, je crois c'est Rhône-Alpes, et si je ne me trompe pas, hein, n'est pas rentré dans ce schéma-là. Pourquoi? La région aujourd'hui fait appel à nous parce que nous avons notre PLU. Ils sont obligés de passer par nous parce que le PLU appartient à la ville de Sainte-Rose. Qu'est-ce qui va se passer? Quand je regarde ce projet, on ne parle pas, parce que c'est sous 52 000 hectares de terres agricoles que nous avons en Guadeloupe, la moitié sont polluées avec le chlordécone. À aucun moment, on ne parle, qu'est-ce qu'on pense faire de ces terres-là, les terres agricoles aujourd'hui, qui nous permettra aujourd'hui de pouvoir les protéger. Qu'est-ce qu'on pense faire de ces terres-là? Est-ce qu'on ne pouvait pas aujourd'hui mettre en place un projet du territoire et qui parlerait aujourd'hui de ce problème que nous avons concernant la chlordécone? Voilà la question que je voulais vous poser. Et est-ce qu'on est obligé de rentrer dans ce schéma par rapport au national, hein? Alors malheureusement, c'est un impératif national donc, qui s'impose aux collectivités locales. Donc ce que j'ai l'habitude de dire, c'est que si on ne participe pas à cette instance, on fera sans nous. Il faut savoir que la région est en cours d'élaboration, de révision de son SAR, et l'idée de cette loi et de cet espace de concertation est de répartir de manière équitable l'effort qui est demandé par la zéro artificialisation nette. Lorsqu'on observe notre territoire, je parle bien de la Guadeloupe en totalité, nous avons des espaces centres anciens qui sont totalement déqualifiés. Cette loi aussi nous impose à réfléchir à notre schéma d'aménagement de nos territoires en maîtrisant les logements vacants, les dents creuses, qui sont des étalements fonciers, des opportunités foncières pour accueillir de nouvelles opérations et justement sanctuariser, protéger ces espaces agricoles, naturels, forestiers, qui sont d'ailleurs, on va dire, l'objet principal de la CDPNAF, la Chambre d'agriculture, qui dispose de cette prérogative, de cette compétence en matière de gestion de ces espaces-là. Donc j'ai envie de vous dire que la collectivité a tout intérêt à désigner un représentant pour défendre ses intérêts. Donc si on n'y participe pas, malheureusement, la composition de cette conférence régionale se fera sans la collectivité de Sainte-Rose. Et Jojo, oui. En train de nous frapper. Oui, on va frapper, on va te nettoyer les mains là. Bon. Non, mais tu sais que non, il est bon. En matière de foncier, effectivement, je ne maîtrise peut-être pas aussi bien que certaines personnes ici dans la salle, mais quand je regarde par rapport au national, c'est 24 000 hectares de terre qu'on sacrifie quasiment tous les jours au détriment de l'urbanisme. Ça veut dire quoi? C'est 5 terrains de foot par jour. D'accord? Aujourd'hui, la Guadeloupe, on n'est pas extensible, ce n'est pas la métropole. C'est 52 000 hectares de terre que nous avons agricoles et qui sont la majorité polluées au chlordécone. Voilà. Hier soir, je dormais dans l'encyclopédie. Alors, je voulais quand même te rassurer sur une chose. Alors, tu as raison que, bon, mais d'ailleurs, le principe même de cette instance, c'est précisément de prévenir à ça, hein, parce que comme le disait tout à l'heure Mme Fréchou,
c'est précisément pour ne pas continuer sur une urbanisation galopante. Et aujourd'hui, l'idée, en fait, dans le développement, c'est de faire en sorte qu'on ne puisse pas chaque fois réduire les surfaces protégées. Donc, c'est une forme de préservation. Et il est évident que cette instance-là, qu'on y adhère ou pas, elle va fonctionner. Elle va exister et elle aura des représentants. Donc, autant être sûr de pouvoir y adhérer, enfin de pouvoir y participer pour au moins défendre quelques positions, parce que comme vous le savez, la nature ayant horreur du vide, lorsque vous n'êtes pas là, on décide à votre place. Donc j'ai bien compris l'idée de ton raisonnement qui est bien évidemment, qui va dans le sens même de la préservation des espaces agricoles et des espaces naturels, mais je pense que l'idée, on n'est pas très loin aussi de ce principe-là dans ce projet-là. Donc ce que je vous propose, est-ce qu'il y a d'autres questions sur le sujet, non? Ce que je vous propose, c'est que nous puissions désigner M. Jotam, sauf s'il y a un autre candidat. Évidemment, parce que nous sommes quand même en démocratie. Donc, s'il y a un autre candidat, eh bien, on discute de ça. Est-ce qu'il y a d'autres candidatures? Pas d'autres candidatures? Bon, ben voilà, mais je vous propose la candidature de M. Jotam, qui est l'adjoint en charge des affaires de l'urbanisme. Est-ce qu'il y a des personnes qui s'abstiennent ou qui votent contre? Adopté à l'unanimité. Merci, mes chers collègues. Merci, ma chère Sonaria, pour tes explications. Et également, merci pour le travail que tu fais en tant que directrice de l'urbanisme, parce que nous sommes très fiers de toi. Je passe donc, et surtout M. Jotam, il est très fier de toi, plus que les autres. Nous passons donc au point suivant, qui est donc le classement du chemin de Duzer dans la voirie communale. Alors, je vous ai expliqué, le truc, c'est, pour que vous puissiez bien comprendre, c'est la petite route qui se trouve à côté de Bamboula, là, qui n'est toujours pas rentrée dans le patrimoine, et ça pose un certain nombre de problèmes pour les familles. Donc, nous avons une obligation de faire ça rentrer dans le domaine. Alors, ces terrains-là, après cette délibération-là, il faudra prendre des mesures aussi auprès des propriétaires, parce que le tracé avait été fait à l'époque, mais ça n'avait pas été transféré. Pardon. Donc aujourd'hui, il faut que nous puissions prendre cette délibération déjà pour démarrer la procédure. Donc voilà, est-ce qu'il y a des questions sur ce sujet-là? Pas de questions? Pas d'observation? Je mets donc aux voix. Quels sont ceux qui s'abstiennent? Qui votent contre? Adopté à l'unanimité. Merci mes chers collègues. Je vous remercie beaucoup pour ce conseil municipal. Je ne vais pas parler de certaines petites choses sur lesquelles je voulais vous entretenir. Pourquoi? Parce que nous sommes attendus pour la remise des prix du carnaval. Donc vous êtes tous invités, élus, cadres, agents de la ville et publics. Nous allons juste en face pour cette remise des prix. Donc merci à vous tous, bonne soirée. Et merci aux collègues de la minorité qui étaient présents ce soir. Merci d'avoir participé aux travaux. Je vous en suis très reconnaissant. Il paraît que nous sommes ce soir, enfin nous sommes passés ou nous allons passer en alerte jaune pour forte pluie. Donc on ne souhaite pas entrer trop tard à Casazot. Là, on est sorti l'entrée à Casazot.